Bonsoir à tous. Je suis très ravi de modérer ce panel de haut niveau cet après-midi qui va donc porter sur la création, on y reviendra, d'un réseau de santé digitale en Afrique de l'Ouest. Je m'appelle Ousmane Gueye, je suis journaliste Haïti, président par ailleurs du réseau des journalistes Haïti du Sénégal. Pendant qu'on parle de réseau, justement, c'est dire que nous avons compris à notre niveau l'importance de mettre les acteurs en synergie. Parce que globalement et souvent, ce qui se passe, c'est qu'on peut penser qu'on menace les intérêts des uns ou des autres, alors que le réseau est très, très important. Ça permet, en plus d'insister sur l'aspect synergie, mais aussi de travailler un peu à la prise en charge d'autres questions. On y reviendra tout au long de ce webinaire. Bonsoir à tous. Merci d'être au rendez-vous à l'invitation de Speak Up Africa et de Baobab Institute pour un webinaire donc de haut niveau sur la santé digitale en Afrique, l'Afrique de l'Ouest particulièrement. La session en question et qui démarre à l'instant porte sur la création, on en disait un mot à l'instant, la création d'un réseau de santé digitale. En Afrique de l'Ouest, nous sommes partis pour 2 heures. La question de la santé digitale n'est pas mince, surtout en Afrique où les besoins sont illimités, tandis que les moyens demeurent très limités, comme on le verra tout à l'heure. Décideurs professionnels et experts de la chose sanitaire sont convaincus que le numérique peut énormément aider à la prise en charge, on le verra, de la santé des populations, notamment en palliant l'insuffisance des effectifs, la grosse problématique également des déserts médicaux, la sécurisation des données, entre autres sujets. Ce webinaire arrive bien entendu dans un contexte bien particulier. Il se passe à 48 heures de la 75e session de l'Assemblée générale de la santé à Genève. Et à cette occasion, le premier réseau dédié à la santé digitale va être lancé en Afrique de l'Ouest. Comprenez donc l'événement exceptionnel aujourd'hui. Pour marquer ce lancement, Speak Up Africa et Baobab Institute, membres de la coalition Transform Health, nous ont donc conviés cet après-midi, d'autant plus que le coronavirus a fini de convaincre tout le monde, notamment au Sénégal, mais le constat a pu se faire partout que le monde a intérêt à basculer intégralement dans la santé digitale. Bien entendu, ce n'est pas toujours facile. Les experts sont là avec nous, ainsi que les décideurs pour en parler. Nous reviendrons notamment sur les principes de gouvernance des données, parce qu'on a dit que la gouvernance des données sanitaires va être au cœur du panel de cet après-midi. Mais naturellement, vous conviendrez avec nous que pour conjuguer les efforts déjà qu'ils sont peu suffisants, même réunis, il urgeait de mettre en place un réseau. Je ne vais pas m'y attarder puisque les communications à suivre vont y revenir largement. Avant la présentation, nous vous signalons que, bien entendu, on l'a dit tout à l'heure, un autre webinaire va se tenir au mois de juillet, Inch'Allah, pour revenir un peu sur les principales recommandations. Pour démarrer ce panel, j'aimerais, et ça tombe bien d'ailleurs, faire honneur aux grandes dames de ce webinaire notamment, en donnant la parole à Madame Yacine Dibo, fondatrice et directrice exécutive de Speak Up Africa, pour un rapide mot de bienvenue. Comme ça, elle reviendra un peu sur l'esprit du réseau à venir et sur l'esprit de ce webinaire avant d'aller en profondeur sur la problématique du jour. Donc, Madame Yacine Dibo, honneur à vous, s'il vous plaît, pour démarrer avec ce mot de bienvenue attendu de vous. Merci beaucoup, Monsieur Gueye. Bonjour à tous et à toutes. Donc, au nom de Speak Up Africa et de Baobab Institute, j'ai l'honneur de vous souhaiter la bienvenue à notre webinaire, comme vient de le dire le modérateur, qui marque la création d'un réseau pour la santé digitale en Afrique de l'Ouest, et vous remercier de votre participation. C'est vraiment un honneur pour moi d'être avec vous aujourd'hui et de faire partie de ce réseau. Comme le disait donc le modérateur, la 75e Assemblée mondiale de la santé organisée par l'OMS va débuter avec à son agenda une thématique qui porte sur la réorientation des systèmes de santé pour l'atteinte de la couverture sanitaire universelle. Et nous savons aujourd'hui combien les nouvelles technologies jouent un rôle important dans nombre de secteurs, dont la santé. Et comme vient de le dire également le modérateur, nous avons été témoins de cela durant la pandémie de la COVID-19 qui a vraiment accéléré la transformation digitale des services de santé. Comme nous le savons, pour une surveillance effective de la maladie, les données de santé n'ont cessé d'être quotidiennement exploitées
Et de simples compléments, le digital est devenu une nécessité au cours de cette période où les systèmes de santé ont vraiment subi une pression considérable et les déplacements de tout un chacun étaient très limités. L'Organisation mondiale de la santé a d'ailleurs souligné, en qualifiant la COVID-19 de première pandémie de toute l'histoire humaine, où les technologies et les réseaux sociaux utilisés à très grande échelle pour que les personnes restent en sécurité, soient productives et connectées sans être physiquement en contact. Donc, nous voyons bien combien le digital transforme la manière dont non seulement le professionnel traite le patient, mais également la manière avec laquelle il pratique son métier. Aujourd'hui, on parle de santé digitale, notamment l'utilisation de la technologie et des données afin de pouvoir fournir des soins de santé à travers des innovations telles que des applications mobiles ou la digitalisation des dossiers des patients. Nous voyons également combien l'utilisation des données est importante pour accélérer la qualité et la couverture des services de santé et vraiment de pouvoir rendre les systèmes de santé de soins primaires plus résilients et plus efficaces. En termes de l'utilisation des technologies, nous voyons également que l'enjeu important qui demeure est vraiment la gestion des données et notamment leur sécurité. Et on entendra un peu plus tard des experts sur cette question. Par rapport à Transform Health et le partenariat que nous avons, aujourd'hui, Transform Health est une coalition mondiale qui regroupe plus de 50 organisations qui sont tous engagées à atteindre la couverture sanitaire universelle à travers les nouvelles technologies et les données. Et le 7 avril donc, de cette année, la coalition a lancé les principes de gouvernance des données de la santé. Et ces principes sont un ensemble de principes qui guident l'utilisation des données dans les systèmes de santé. Ils sont vraiment fondamentalement basés sur les droits de l'homme et l'équité et visent à soutenir les capacités des systèmes de santé publics et d'assurer la santé pour tous. En effet, la digitalisation croissante des systèmes de santé incite à une augmentation de la quantité des données, ce qui requiert vraiment une gouvernance solide associée à l'utilisation de ces données. À Speak Up Africa, donc nous sommes une organisation de plaidoyer, de communication stratégique en faveur du développement et notre objectif est vraiment de pouvoir améliorer la santé publique pour tous. Et aujourd'hui, il ne fait aucun doute pour nous à Speak Up Africa que pour pouvoir y arriver, il nous faut bien entendu intégrer dans nos stratégies et dans nos actions le digital et la bonne utilisation des données à tous les niveaux. La recherche et le développement sont un des axes stratégiques et prioritaires de Speak Up Africa et nous menons des actions de plaidoyer autour du financement, de l'innovation, de la contextualisation des interventions et bien entendu de la mise en œuvre de réponses adaptées aux besoins identifiés à tous les niveaux. Aujourd'hui, nous sommes particulièrement fiers de notre collaboration avec Baobab Institute, qui est une plateforme qui concentre ses efforts sur la localisation, la digitalisation et l'entrepreneuriat pour le développement. Ensemble, dans le cadre de la coalition Transform Health, nous visons à engager les acteurs nationaux et régionaux de la santé et du digital, soutenir les efforts qui sont déjà mis en place par la communauté de la santé digitale et surtout pouvoir octroyer une place incontestable à cette thématique dans le cadre des priorités, aussi bien au niveau national qu'au niveau régional et au niveau global. Aujourd'hui, nous sommes tous réunis ici aujourd'hui pour pouvoir lancer le premier réseau régional de santé digitale en Afrique de l'Ouest. Et ce réseau régional s'appuiera sur les principes de gouvernance des données de santé qui ont été élaborés par Transform Health pour pouvoir guider et informer les pays en matière de politique et de législation des données. Il est important quand même de rappeler ici que les technologies et les données qui en ressortent ne peuvent remplacer les interactions humaines et les services de santé, mais plutôt pouvoir les améliorer et les accompagner. Et que, bien entendu, ces outils doivent être intégrés et alignés aux stratégies des pays. Pour cela, une approche multisectorielle et coordonnée de toutes les parties prenantes, des gouvernements, du secteur privé, de la société civile, des ONG, des instituts de recherche aux communautés est primordiale. Nous avons tous un rôle à jouer dans notre objectif
de couverture sanitaire universelle d'ici 2030 et je me réjouis de travailler à vos côtés pour le développement de la santé digitale. Je vous remercie. Merci beaucoup pour ce mot de bienvenue de Yacine Djibo, fondatrice et directrice exécutive de Speak Up Africa. Bien entendu, vous l'avez dit, on aura beau faire des efforts dans le digital, dans la digitalisation de la santé, mais naturellement, les machines et les codes ne vont jamais remplacer l'homme. L'humain restera toujours au cœur, et ça c'est évident. Et parlant d'intelligence artificielle, je vois la présence d'acteurs en lien avec l'IA et pour moi, c'est très, très important sur ce panel. Et on rappelle d'ailleurs que Google a implanté son centre de recherche en intelligence artificielle au Ghana et c'est dirigé d'ailleurs par l'Africain. Comme on parle à l'échelle africaine aujourd'hui, le Sénégalais Moustapha Cissé qui fait un travail important aussi de ce côté de l'Afrique. Merci beaucoup. Nous allons à présent passer la parole à Dr Ibrahima Khalilullah Dia. Dr Ibrahima Khalilullah Dia est le patron de la cellule digitale du ministère de la Santé, géographe de la santé de formation. Il a beaucoup évolué au Sénégal avec notamment les acteurs de la santé, les startups notamment. Et on rappelle d'ailleurs pour ça que le Sénégal dispose déjà de sa stratégie de santé digitale. Docteur, peut-être un premier mot sur l'écart des connaissances, pour traduire un peu de l'anglais au français, qu'on note souvent. Comment est-ce qu'on peut résoudre très rapidement cette question? Docteur Ibrahima Khalilullah Dia. Bonjour, merci Ousmane. J'espère que vous m'entendez. On vous entend et on vous voit, docteur. Allez-y. Voilà. Je voudrais féliciter et remercier au Speak Up Africa et Baobab pour cette initiative. Remercier aussi Oumar Mar qui a coordonné un peu l'activité. Saluer Madame Fall, chef de la cellule informatique du ministère de la Santé, et Dr Ousmane Ly du Mali, avec qui j'ai beaucoup travaillé sur la question de la santé digitale. Alors, vous posez une très bonne question, parce que c'est à ce niveau-là, pour moi en tout cas, que ce soit le levier que nous devons utiliser. C'est d'abord la formation. Il faut que les gens comprennent ce que ça veut dire la santé digitale et puissent communiquer dans ce sens-là, parce que beaucoup en parlent, mais il y a des formations qui sont offertes, qui sont délivrées dans les universités, et c'est très important pour le ministère de la Santé, en tout cas des pays africains, de pouvoir inscrire des médecins, des sages-femmes, des infirmiers dans ce domaine-là. Je le disais il y a 2 mois à l'université de Ziguinchor, à la fac de médecine, lors de l'anniversaire de la 10e année, que l'urgence pour nous en tout cas, c'est qu'il y ait des médecins qui en parlent à notre place, qu'il y ait des sages-femmes qui en parlent à leurs collègues sages-femmes, des infirmiers idem. Donc il faut que les gens se forment. Mais ça bouge aussi la formation, j'avoue que ça bouge, ça se fait à Abidjan, ça se fait aussi au Mali, et nous aussi au Sénégal on a commencé. Donc je pense qu'on doit commencer par là, pour qu'on ait plus d'acteurs qui en parlent, quoi. Voilà, Ousmane. Merci beaucoup, docteur. On va rester avec vous peut-être pour 1 minute encore avant de passer la parole aux autres panélistes. L'idée, c'est vraiment que le panel soit très, très interactif et on signale que le public aura la parole dans la seconde partie, notamment les discutants qui sont identifiés et qui vont contribuer à enrichir la présente session. Toujours avec vous, Ibrahima, quelle serait selon vous l'importance d'avoir des instances en charge de la gestion et de la gouvernance des données sanitaires? Alors, nous sommes ici en formation à Thiès parce que nous sommes en train de décentraliser la délivrance du certificat de vaccination à QR code. Et dans notre présentation, il y a un volet juridique fort parce qu'on a un juriste dans l'équipe et qui se charge de cette question de la gouvernance des données et de ce que dit la réglementation. Je précise que c'est tellement important maintenant en Afrique que nous, il n'y a pas 3 mois, qu'une dame a porté plainte contre le ministère de la Santé pour dire que nous avons par erreur envoyé ce certificat de vaccination dans un groupe de mail de 10 personnes. Elle n'a pas apprécié, parce que c'est un agent qui a fait cette erreur-là. Elle a porté plainte contre la CDP.
Et nous étions obligés, nous, de répondre. Moi-même, j'ai appelé la dame au téléphone pour s'excuser et on a fait également une réponse. Donc, pour nous, c'est une question sérieuse et qui peut nous rattraper, qui peut également, en tout cas, nuire beaucoup à la digitalisation parce qu'aujourd'hui, des pays ont arrêté le processus parce qu'il n'y a pas de garantie par rapport aux données médicales. Donc, pour nous, c'est extrêmement important d'avoir des structures fortes pour encadrer cette question de données personnelles. Oui, tout à fait, des structures fortes. Vous pensez un peu aux agences, par exemple, de protection des données personnelles pour le cas du Sénégal. On a la CDP, mais globalement, comment faire pour sécuriser, j'ai envie de dire, tout en sachant que c'est impossible de sécuriser définitivement les données, parce que de plus en plus, effectivement, on rencontre des particuliers, des décideurs qui préfèrent aller ailleurs se faire soigner parce que, estimant que quelque part, leurs données pourraient peut-être être communiquées à d'autres personnes. Comment faire, Ibrahima, pour que cette question soit résolue de façon, disons, définitive? L'agence de la CNI et les systèmes d'information du ministère de la Santé, etc. Donc, ça veut dire que... Toutes nos excuses pour cet audio-là qui s'est invité dans le panel. Donc, Ibrahima, on vous écoute sur cette dernière question. Alors, la question, je n'ai pas bien entendu parce qu'il y avait le bruit de fond, mais tu demandais... Oui, je parlais un peu de la protection des données médicales. De plus en plus, certaines complaintes commencent à monter pour dire que ces données sont partagées de façon, disons, illégale, parce que c'est ça la vérité. Aujourd'hui, comment on devrait assurer une meilleure protection à ces informations quand même de qualité et qui sont stratégiques? Moi, je pense qu'il faudrait que nos systèmes d'abord de santé comprennent cela et s'ajustent d'abord. Parce que quand vous allez dans nos hôpitaux, quand vous entrez, vous avez nos services dans les hôpitaux portent des noms. Tu vois, un service neurologie, cardiologie, de cancérologie. Je pense que c'est d'abord là le premier problème, c'est à ce niveau-là. Il faut qu'on anonymise les services. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui entre en cancéro une fois, deux fois, celui qui le va dire qu'il a un problème de cancer, sans parler même que ça. Pour nous, il faut aussi dire carrément qu'il n'y a pas une sécurité 100%. Oui. Mais il y a beaucoup qui existe, il y a beaucoup de systèmes qui existent pour sécuriser, mais il faudrait aussi que les gens soient réglementation. D'abord, une réglementation, parce qu'il ne faut pas agir sans encadrement juridique. Oui. Dans pas mal de pays, il n'y a pas, en tout cas, par rapport à cela, des textes, à part, souvent, il y a là, les pays ont des lois sur les données personnelles, pas les données médicales. Oui. Même s'il y a souvent le code déontologie ou le code de l'éducation civile aussi qui vise un peu ce cadre-là. Mais il y a du travail à faire avec la digitalisation. Il y a qui fait les du patient. Et il y a des systèmes qui existent qui peuvent le faire, mais il faut savoir quand même qu'on n'est pas à l'abri toujours de petits problèmes. Donc ça aussi, il faut le comprendre. Mais ça ne doit pas ralentir ou retarder ce processus de digitalisation. Parce qu'on gagne beaucoup plus avec ce processus-là qu'on en perd, quoi. Merci, docteur. Vraiment désolé pour ces couacs techniques. Hein. Comme quoi la santé digitale renvoie aussi à une bonne connectivité, notamment sur le continent. Mais ça, je sais bien entendu que vous-même, Ibrahima, vous travaillez avec les opérateurs de téléphonie à l'échelle du continent pour faciliter un peu cette connexion. On a bien noté cette recommandation, notamment concernant un peu l'anonymisation des services. Effectivement, parce qu'un Ousmane Gueye qui rentre dans un service A en lieu et place d'un service B, forcément, ça va amener la personne qui est là, qui assiste à avoir sa conclusion à elle. Et puis, ça peut après mettre très, très mal à l'aise les usagers du service public sanitaire, parce que c'est bien de cela qu'il s'agit. Merci beaucoup, Ibrahima. On vous aura sûrement de nouveau plus tard. J'aimerais à présent redonner la parole à la directrice des opérations stratégiques de Speak Up Africa, Karina Ndiaye. Quelles seraient, selon vous, Karina, les parties prenantes régionales qui devraient approuver les principes déjà, si on parle des principes? Merci beaucoup, Monsieur Gueye.
Vous m'avez un peu perturbée. Je pensais que je venais après Omar Mar, mais c'est pas grave. Ah, désolé, désolé. On rebondit. Je pense que c'est important de voir l'écosystème. Les instances régionales sont basées sur des initiatives globales, nationales et régionales. Et donc, il est important de commencer au niveau de la cellule communautaire avant d'arriver vers les décideurs, on va dire, et les politiques qui sont au niveau de nos capitales et aussi qui participent aux instances de décision cruciales au niveau régional. Donc, que ce soit les acteurs du domaine international et du domaine de la santé, de l'OMS et de tous ses partenaires, il y a tout un écosystème qui découle de cette structure globale. Donc, pour moi, quand on parle d'enjeux régionaux, on ne peut pas extraire l'individu qui est aussi à la base des principes dont nous allons parler tout à l'heure. À vous. Merci beaucoup. Bon, comme je vous ai perturbé tout à l'heure et je m'en excuse très, très chaleureusement, Madame Karina Ndiaye. Donc, je vais donner la parole à Oumar Mar. Après, on revient vers vous, sachant que le panel peut être interactif, même si, bien entendu, vous avez raison. Les acteurs doivent intervenir selon un peu l'ordre établi pour permettre une meilleure interaction entre les différents panélistes. Donc, la parole à présent à Monsieur Oumar Mar, parce que Oumar Mar, consultant expert en transformation digitale pour Baobab Institute. Avec vous, Omar, nous allons nous arrêter sur la santé digitale en Afrique francophone, défis et opportunités, les cas du Bénin, que vous connaissez très bien, du Sénégal, du Mali et du Burkina Faso. Peut-être on pourrait démarrer, Oumar, par revenir un peu sur la création du réseau dont on a parlé tout à l'heure. Quelles seraient les opportunités régionales globales de 2022 à 2023, les opportunités de dissémination et de partage d'informations sur les principes, justement? Oumar qui va réactiver son micro. D'accord. Merci beaucoup, Ousmane, et je salue au passage tout le monde, tous ceux qui participent sur ce webinaire, qui pour nous est très important. Alors, pour essayer de répondre très rapidement à la question d'Ousmane et essayer également de donner une cartographie de la situation de l'e-santé, entre autres en Afrique de l'Ouest. Heureusement, nous avons des représentants de certains pays. Le Mali est représenté par Ousmane Ly. Le Bénin est représenté par Gaspard, qui est le conseiller du ministre du numérique. Mais nous allons, entre autres, partir d'un certain nombre d'aperçus issus des rapports, issus d'enquêtes qui ont été menées par des organisations comme l'OMS, comme le PricewaterhouseCoopers, comme d'autres organisations qui ont une crédibilité et qui font souvent ces types d'enquêtes pour établir la cartographie. Alors, donc aujourd'hui, nous partons de deux constats. Le premier constat, c'est que l'Afrique francophone, aujourd'hui, a un système de santé qui est quand même un peu défaillant. Et on va matérialiser ce système avec quelques données factuelles. Alors, d'après OMS, l'Afrique francophone, aujourd'hui, a 2 médecins pour 10 000 habitants, au moment où en Europe ou aux États-Unis, nous avons 32 médecins pour 10 000 habitants. Nous avons, entre autres, 12 personnels infirmiers et sages-femmes pour 10 000 habitants en Afrique francophone, tandis qu'en Europe, c'est 85 ou 82 personnels infirmiers et sages-femmes pour 10 000 habitants. L'Afrique francophone aussi a la charge de mortalité et de morbidité la plus élevée dans le monde, avec absence quasiment de financement. Donc voilà aujourd'hui la cartographie, en tout cas du système sanitaire. Et Covid nous a montré réellement que ce système sanitaire aujourd'hui présente quelques points à améliorer. Aujourd'hui, nous sommes convaincus que l'e-santé ou la santé digitale, et pour moi, dans l'expression santé digitale, le mot digital, il est important. Le mot digital renvoie à la transformation de la santé à travers le numérique ou à travers le digital. Donc, le e-santé, la santé numérique, peut être véritablement, en tout cas, un moyen pour arriver à la couverture sanitaire universelle qui fait partie, en tout cas, des objectifs ODD, en tout cas, au niveau mondial. Ça, c'est la première cartographie dans le domaine sanitaire. Dans le domaine du digital, on sait que le digital est un accélérateur. Nous savons que, par exemple, il y a une étude qui a été faite en 2017 par PwC qui essayait de savoir est-ce que
les populations connaissent le concept M-Santé. Il y a une enquête dans les pays développés et dans les pays sous-développés et dans les pays en développement. Et les résultats de l'enquête ont été très intéressants. On a pu constater que 61% des pays émergents enquêtés, les populations enquêtées connaissaient le concept de M-Santé. Au même moment, seuls 37% des pays développés comme en Europe ou aux États-Unis connaissaient le concept de M-Santé. Donc, en Afrique, particulièrement, le concept de M-Santé, en tout cas, est connu par les populations. Et l'exemple que je donne, vous savez, au Sénégal, il y a la solution M-Diabète qui est aujourd'hui utilisée au Sénégal et qui fait beaucoup de campagnes de sensibilisation. La plupart des diabétiques du Sénégal l'ont sur leur téléphone et ils reçoivent des conseils du ministère et des experts. Donc, aujourd'hui, le M-Mobile est une réalité. À côté de ça aussi, nous avons fait un certain nombre de constats. C'est qu'aujourd'hui, 80% des connexions Internet sont aujourd'hui faites à travers le mobile, le smartphone. Donc aujourd'hui, il y a une pénétration de ces outils au niveau des populations. Et si nous prenons le rapport de GSMA, qui est l'association qui regroupe quasiment l'ensemble des structures qui évoluent dans le domaine des télécoms, ils ont fait des communications très intéressantes en disant qu'aujourd'hui, le mobile est utilisé même dans le domaine de la santé. Il y a eu beaucoup d'applications M-Mobile aujourd'hui, M-Santé aujourd'hui en Afrique, plus en Afrique que dans d'autres pays développés. Donc, aujourd'hui, il y a une adoption, il y a une utilisation de ces technologies par les populations. Maintenant, ce que nous constatons, c'est que malheureusement, il y a également des solutions qui viennent d'autres pays développés et qui sont implémentées en Afrique, parce que dans ces pays, les problématiques que nous avons, c'est des problèmes qui sont liés à la réglementation, qui sont liés à certains aspects de portage ou une possibilité de changer le dispositif de gestion de la santé. Et donc, l'Afrique constitue un levier, constitue un moyen pour faire en tout cas la preuve sur ce question-là. On peut citer par exemple, en 2017, vous avez vu qu'il y a eu au Rwanda une plateforme qui est développée par une société américaine qui a essayé de l'utiliser aux États-Unis, mais qui finalement a donné beaucoup de réussite au Rwanda avec la livraison des postes de sang au Rwanda, qui constitue une véritable, en tout cas, réussite, une réussite totale. Et après, Rwanda, ils ont eu à l'implémenter dans les pays développés. Nous pouvons citer également la solution Babil, qui est une solution aujourd'hui que nous connaissons, qui permet de faire tout ce qui est télémédecine, qui permet de faire tout ce qui est lien entre un médecin et un patient. Et aujourd'hui, au bout de 3 ans, au Rwanda, il y a plus de presque 3 millions de personnes qui l'utilisent. Les données sont là, sont publiées. Vous pouvez les voir sur le net. Il y a aussi la solution LIP qui est portée aujourd'hui, utilisée à Nairobi, qui sont des solutions qui règlent des problématiques africaines, mais qui généralement sont conçues et réalisées certainement dans des pays développés, mais on se rend compte que l'Afrique est propice parce que l'Afrique, aujourd'hui, en termes de connectivité, en termes de mobile, Internet sur le mobile, il y a déjà un contexte qui est favorable. Donc ça, c'est aujourd'hui la situation, entre autres, pour en tout cas, le continent. Les difficultés que nous avons et que le réseau va essayer de régler, c'est les liens entre stratégie et financement. Dr Dial a dit tout à l'heure, le Sénégal a sa stratégie e-santé, mais nous notons qu'il y a beaucoup de pays en Afrique qui n'en ont pas. Et on ne peut pas parler de développement sans une vision très claire, sans une stratégie très claire. Aujourd'hui, je vais partager avec vous quelques données qui étaient cela. Si nous prenons aujourd'hui en Afrique francophone, les pays qui ont aujourd'hui une stratégie e-santé, ils représentent 42% de l'Afrique francophone. 42%. Au même moment, en Afrique anglophone, il y a plus de 73%. Donc, on voit que l'Afrique francophone est quand même un peu en retard sur ces questions-là, au même moment où en Afrique franco-anglophone, il y a vraiment une bonne dynamique. Le cas de Rwanda est un élément, est un cas à souligner. Si nous parlons également des financements, on se rend compte que la plupart des activités e-santé sont financées en Afrique francophone par les gouvernements. C'est l'État qui finance quasiment la e-santé, alors que dans les pays anglophones, aujourd'hui, on est à 59% de financement. Tout le reste, c'est le secteur privé et les institutions. En Afrique francophone, c'est 86%.
Alors, nous pouvons continuer toujours sur le financement des ONG. Aujourd'hui, par ailleurs, nous sommes en train de travailler sur une plateforme qui cartographie les financements dans le secteur de la santé au Sénégal. On se rend compte que véritablement, il y a vraiment un levier à tirer du côté des investisseurs, du côté des bailleurs de fonds, du côté des ONG pour booster la e-santé. La plupart des financements, c'est sur la santé, mais ce n'est pas sur la e-santé. Et je pense qu'il faut arriver à capter ces financements et les rendre favorables pour les secteurs. Encore plus loin, on se rend compte que véritablement l'Afrique francophone aujourd'hui en avance, l'Afrique francophone parvient à mobiliser les anglophones du moins, parvient à mobiliser les financements qu'il faut à travers des fonds qui existent comme l'USAID, et ainsi de suite. Mais l'Afrique francophone, aujourd'hui, c'est l'État, c'est les États qui financent la e-santé avec beaucoup de difficultés. Certes, il y a des opérateurs, il y a des bailleurs, il y a des institutions qui sont là, mais si on regarde le ratio en termes de financement et de fonds mobilisés, je pense que Dr Dia pourra y revenir, il y a véritablement des efforts à faire au niveau de l'Afrique francophone. Et c'est de là que la question de Ousmane est importante. Le réseau est venu pour nous pour essayer d'arriver à équilibrer en tout cas cette disparité et arriver à positionner l'Afrique francophone sur ces questions parce que nous sommes convaincus que le digital peut être un accélérateur. Alors, donc, pour résumer, le constat que nous avons globalement sur la e-santé en Afrique francophone de façon globale, c'est qu'aujourd'hui, il y a une dynamique de transformation digitale avec une multiplicité de plateformes et de solutions et d'outils d'aide à la décision. Donc, la volonté est là, les solutions sont là. Mais la difficulté que nous avons, souvent, il n'y a pas d'alignement entre les solutions et les stratégies. Chacun essaie de mettre sa propre plateforme. Les hôpitaux au Sénégal, quasiment chaque hôpital a sa propre solution. C'est quasiment dans tous les pays. Moi, récemment, il m'est arrivé de voyager dans la sous-région, de faire des consultations. Quand je suis revenu au Sénégal, j'étais obligé de refaire quasiment toutes les consultations. Et même au Sénégal, d'un poste de santé à un autre, quasiment, les données ne voyagent pas. Le dossier patient ne voyage pas. Et je pense que ça, c'est une problématique. Existence de plateformes et des solutions hétérogènes. Donc, il n'y a pas de communication entre les solutions. Il n'y a pas d'interopérabilité quasiment. Il n'y a pas de référentiel, absence de référentiel. Aujourd'hui, la question de l'identité digitale, on en parle. Ousmane, c'est un sujet que vous connaissez certainement. Mais ça nous rattrape quasiment dans tous les secteurs. Aujourd'hui, en santé digitale, le fait de pouvoir faire voyager le dossier patient, ça pourrait être réglé par l'identité digitale et les référentiels. Il y a un problème également d'architecture. Chaque organisation, chaque structure en charge de la santé essaie de bâtir sa propre solution. Et ça, ce n'est pas une spécificité sénégalaise, c'est quasiment dans tous les pays de la sous-région, des éléments que nous constatons. Donc voilà les constats et les défis pour nous. Le plus grand défi, c'est de mettre le patient au cœur du dispositif. Arriver à centraliser les données des patients, arriver à bâtir des référentiels, arriver à bâtir l'identité pour pouvoir suivre les patients, arriver à créer des ponts entre les différentes structures en charge de ces questions-là, tirer plus de capitaux. Et voilà les questions, entre autres, que le réseau va essayer d'adresser en collaboration avec toutes les structures. Donc voilà, Ousmane, j'ai été un peu long, mais l'idée, c'est d'essayer de faire la cartographie, sachant que Ousmane Ly et Gaspard pourront rentrer en profondeur sur ces sujets-là. Ils les connaissent mieux que moi, mais entre autres, ça permettrait en tout cas de donner une vue 360 de la situation de la sous-région. Merci beaucoup, Ousmane. Merci beaucoup, Omar. En tout cas, on a hâte de voir ce réseau mis en place parce que ça fait rêver, effectivement, notamment en termes de synergie, en termes de cartographie, comme vous le dites, en termes d'alignement entre solutions et stratégies. Et ça, nous en avons souvent parlé d'ailleurs avec Dr Ibrahima Khaliloula Dia. Mais un dernier mot, Omar, avant de repasser la parole à Karina tout à l'heure. Quels seraient les différents processus qui permettront d'unir et d'impliquer les acteurs de l'écosystème? Vous en avez parlé, disons, un instant, mais ce serait bien de revenir un peu sur les processus. Comment est-ce que tout cela va être fait et donc réalisé concrètement? Comment passer de la théorie à la pratique sur cet aspect-là? Merci beaucoup, Ousmane. Je pense que c'est une question qui est intéressante. Alors, moi, je prends juste deux problématiques que nous avons dans la sous-région. Je l'ai dit tout à l'heure, la problématique de bâtir une stratégie e-santé et la problématique
de gestion du dossier patient. Deux exemples. Aujourd'hui, on ne peut pas aller vers des objectifs, mais vraiment des objectifs mesurables, si nous n'avons pas de vision, si nous n'avons pas de documents stratégiques, si nous n'avons pas de leadership et de moyens financiers pour y arriver. Le réseau va adresser cette question. Le réseau va servir de pont entre les institutions et les donateurs et toutes les structures qui peuvent contribuer au niveau de la santé. Mais mieux encore, le réseau va permettre de faire de l'alignement. Arriver à dire que, par exemple, la priorité pour ces 2 premières années, ça doit être tel aspect, tel aspect. Donc, je pense que ça, c'est un élément qui est important. Donc, le réseau va adresser... je pense qu'il y a... Le micro ouvert, on va fermer tout de suite. Voilà, c'est fait, on va le fermer. Poursuivez. D'accord, merci. Donc, le réseau va adresser déjà le problème de la stratégie, qui pour moi est le nœud le plus important, et le financement. Deuxième question que le réseau va adresser, c'est la gouvernance des données. Covid nous a montré aujourd'hui, Covid a commencé en Chine. Au bout de quelques mois, le problème était un sujet dans quasiment tous les coins de l'Afrique et tous les coins, en tout cas, de nos pays. Juste parce qu'il y a eu des Chinois, il y a eu des citoyens chinois qui ont eu à voyager et qui ont eu à impacter d'autres pays. Aujourd'hui, le fait de partager des données, ça permet de prendre des décisions. Le réseau va favoriser le partage de données de façon anonyme, hein, je pense que le Dr Diallo l'a souligné tout à l'heure, et arriver à prendre les meilleures décisions. On ne peut pas prendre des décisions si nous n'avons pas les bonnes données. Il faut qu'il y ait des données fiables, il faut qu'il y ait des données ajustées, il faut qu'il y ait des données sécurisées et à jour pour pouvoir prendre les meilleures décisions. Donc déjà, voilà 2 questions que le réseau va adresser, mais je suis sûr que Karina Ndiaye pourra revenir plus en détail sur le cadre réglementaire, sur le cadre de gouvernance, sur les priorités. Mais déjà, d'un point de vue technique, nous, en tant que, entre autres experts dans le domaine du digital, ce réseau déjà nous incite à aller encore plus loin parce qu'il y a beaucoup de questions que nous avons eu à adresser durant notre petit parcours que le réseau va essayer de résoudre. Donc, voilà, entre autres, les réponses que j'avais, Ousmane, à ce stade. Merci. Merci beaucoup, Omar. Donc, après vous, on redonne la parole à Karina Ndiaye. Là, je pense que le point est très bien établi entre ce que vient de dire Omar et ce que Karina va dire, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. C'est à vous, Karina. Merci beaucoup, Monsieur Gueye. Bonjour à tout le monde. Pour ceux qui sont venus un peu en retard, on va réitérer la demande d'autorisation d'enregistrement. Je pense que pour pouvoir rentrer, de toute façon, vous avez dû dire oui. Mais juste pour être correct, on va vous demander de pouvoir vous enregistrer. Je n'ai pas eu la chance tout à l'heure, au nom de Speak Up Africa, où je suis la directrice des opérations stratégiques, de vous souhaiter la bienvenue et aussi de remercier nos collaborateurs et tous les invités. On a demandé à tout le monde de mettre dans la chat au niveau de votre nom la structure pour laquelle vous travaillez ou celle que vous représentez, ou si vous vous représentez tout seul, il n'y a pas de souci. Mais je voulais quand même remercier les experts qui sont à notre disposition et qui sont en train de partager des informations qui sont non seulement pertinentes, mais aussi très actuelles. C'est-à-dire qu'en ce moment, après la COVID et la gestion des données sanitaires est devenu un sujet très intéressant pour tout le monde et qui a des tentacules qui vont dans tous les sens, c'est-à-dire dans le domaine privé, le domaine sanitaire, dans la décentralisation de la gestion de la santé. Donc, moi, ce dont je vais vous parler, ce sont les principes qui ont été établis par la coalition de Transform Health. Et j'ai un petit discours pour vous, mais je voulais avant ça remercier les partenaires qui se sont identifiés, les partenaires. Je vois d'ailleurs Dr Beniel de l'UCPO, bonjour. Il y a des membres du Cercle Santé d'ENA, il y a des employés, je crois, de Site Savers, de IT for Life, de Intra Health, de la Fondation Pierre Fabre et certains de nos partenaires des OSC, Icon 360. Donc, je voulais juste dire merci à tout le monde et demander à ce que, comme l'a dit ma collègue, que vous puissiez mettre dans la chat, s'il vous plaît, vos mails, qu'on puisse vous partager ce webinaire. Donc là, maintenant, je me lance dans mon discours. Tout à fait, sur les principes. C'est bon? Donc, excellent, allez-y, Karina. À l'heure actuelle, il n'existe aucun principe global permettant aux pays d'élaborer leur propre législation en matière de gouvernance et des données de santé.
Certains pays ont élaboré des politiques et législations en matière de gouvernance des données de santé, mais elles ne tiennent pas compte de l'ensemble du secteur, notamment en ce qui concerne la protection des personnes. Pour pouvoir exploiter le point potentiel de la digitalisation des systèmes de santé, un cadre réglementaire doit pouvoir être appliqué et respecté. Et en tant que juriste, je suis très contente de parler de ce cadre. Donc, Transform Health et 330 de ses partenaires ont ainsi décidé d'élaborer des principes de gouvernance de données de santé. L'élaboration de ces principes a été pilotée par la société civile à travers un processus inclusif et consultatif mené par Transform Health. Plus de 200 contributeurs et 130 organisations à travers le monde y ont contribué. La coalition Transform Health fonctionne avec un modèle de gouvernance qui repose sur une coordination interorganisationnelle pour atteindre ces objectifs. Et les partenaires sont responsables les uns vers les autres et envers la coalition de Transform Health, ce qui forme un cercle de redevabilité qui en fait se nourrit sur l'homme. Basé sur les droits de l'homme, l'objectif principal de ces principes est l'atteinte de la couverture sanitaire universelle afin de renforcer les capacités des systèmes de santé et les rendre plus résilients, accessibles et équitables. Donc, ces principes œuvrent à 6 choses en général. À représenter équitablement tous les groupes et populations dans les données, à prendre en compte les besoins uniques des groupes et des populations marginalisées, à atténuer les biais de données, à utiliser un langage accessible qui comblera les lacunes des connaissances, à mettre en place des mécanismes de rétroaction des données inclusives et à promouvoir des impacts et bénéfices équitables. Les principes sont au nombre de 8, mais ils s'articulent autour de 3 objectifs. Protéger les personnes, promouvoir la valeur de la santé et prioriser l'équité. Donc, le premier objectif est la protection de la personne en tant qu'individu, groupe et communauté, ce dont j'ai parlé tout à l'heure. Au centre de tout cet écosystème est la personne. Et la dignité de la personne, le respect des droits de l'homme, l'accès à tous les niveaux à des informations qui sauvent des vies. La gouvernance des données de santé doit protéger des individus, des groupes et les communautés contre les préjudices et les violations à chaque étape du cycle de vie des données. La gouvernance des données devrait renforcer la confiance dans les systèmes et les pratiques de gestion de données et doivent être développées de manière participative et transparente. Je pense que nous avons tous vu au niveau de la COVID comment le manque de confiance pouvait créer certaines chaînes d'information et un certain biais par rapport à l'accès aux données ou le partage des données. La sécurité des données est une composante essentielle de la gouvernance des données de santé pour la protection des individus et des communautés. Les processus de collecte, de traitement, de stockage. Vous nous excusez, il y a des travaux, donc j'espère que vous n'avez pas trop entendu, mais je continue. On n'a rien entendu. On n'a rien entendu, alhamdulillah. Les processus de collecte, de traitement, de stockage, d'utilisation, de partage et d'élimination des données doivent tous faire appel à des mécanismes de sécurité solides. Là, vous avez entendu? Non? Oui, mais c'est bon, je pense que ça peut aller. OK. Ben, si ça ne va pas, vous me dites, je vais essayer de parler encore plus fort. Comptez sur nous, allez-y. Merci. Dans la zone ouest africaine, la gouvernance de la santé implique des compétences transférées. Il est primordial d'aligner toute stratégie, toute politique et toute feuille de route pour la bonne gestion des données de santé au contexte et aux acteurs sous-nationaux, au-delà du noyau des personnes et des organisations influentes de la capitale. Donc, on parle d'une gestion et d'une approche holistique et nationale, pas seulement concentrée dans les noyaux d'influence. Le deuxième objectif est la priorisation de l'équité en assurant une distribution homogène des avantages qui découlent de l'utilisation des données dans les systèmes de santé. La gouvernance des données de santé devrait renforcer l'efficacité et la résilience des systèmes de santé, améliorer l'accès à la santé et faire progresser l'équité en vue de la couverture sanitaire universelle dont on a parlé tout à l'heure. Une gestion holistique du système de santé doit être appliquée en veillant à ce que la gouvernance des données soit une base solide pour l'évolution continue et contextuelle des systèmes de santé. La collecte et le partage des données autour de la santé mettent en évidence les inégalités et par là participent au processus de rectification en vue de l'atteinte du respect des droits de l'homme. Le partage continu des données permet d'obtenir des informations plus approfondies,
plus significative sur les besoins et défis contextuels en matière de santé régionale. La gouvernance des données de santé doit alors être orientée vers l'avenir et, dans la mesure du possible, doit anticiper l'application des technologies émergentes. Excusez-moi, je ne voyais pas bien. Elle doit cultiver l'innovation et s'adapter avec souplesse aux nouvelles technologies numériques et à l'utilisation des données qui en découlent. Donc, il est important à tous les niveaux d'investir dans des partenariats stratégiques avec les champions régionaux de l'innovation et de la recherche, tels que nos centres universitaires, nos centres de recherche, mais accompagnés d'un cadre de suivi et d'évaluation axé sur des indicateurs de mesure cohérents. Nous devons nous investir dans la recherche de manière proactive. Donc, le dernier objectif est la promotion de la chaîne de valeur de la santé par le partage et l'utilisation innovante des données. Une bonne gouvernance des données de santé garantira une représentation équitable des parties prenantes, du niveau communautaire aux acteurs politiques, une participation significative aux instances de décision et un accès équitable à la chaîne de valeur sanitaire générée par les données. Le modèle dont nous avons parlé est basé sur le respect des droits de l'homme et interpelle les communautés, décideurs et représentants de la société civile quant à leurs devoirs de protection et d'information. Les principes de gouvernance de données de santé constituent une étape essentielle vers l'élaboration d'un cadre mondial de gouvernance des données de santé. Ils alignent les décideurs politiques et les autres parties prenantes autour d'une vision commune de la gouvernance équitable des données de santé et ils créent un espace de concertation, d'action, de coordination adapté aux diverses zones d'influence. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Karina, pour ce propos sur les principes. Et désolé tout à l'heure voilà, de vous avoir fait venir un peu avant Omar Mar, mais je pense que voilà, qu'on est rentré pleinement dans notre panel. Vraiment, merci beaucoup. On reviendra sur vos propos, notamment pour aborder les recommandations, parce qu'il nous paraît important. Et je rappelle d'ailleurs qu'un webinaire aura lieu, Inch'Allah, courant juillet prochain pour faire le point sur les recommandations issues de la session de cet après-midi. Après vous, donc, je m'en vais donner la parole à Dr Ousmane Ly, expert en santé digitale, qui va revenir toujours concernant les principes, qui va revenir sur l'adhésion des principes. Docteur, avec une question pour vous introduire, parce que ça nous paraît intéressant de revenir un peu sur cette adhésion des principes et adhésion aux principes, pardon, et comment ça devrait se faire. Merci bien. Je voudrais saluer tous ceux qui participent à ce webinaire, vous-même en tant que modérateur, facilitateur, l'ensemble des panélistes, de leur patience d'être là pendant 1 heure, 2 heures de temps pour écouter sur les questions de gouvernance des données en santé. Et avant d'aller plus loin, je voudrais aussi remercier mon ami Khalilou Dia pour le clin d'œil. Et pour terminer, je voudrais aussi rendre hommage à un de mes aînés, Monsieur Pape Amadou Gaye, ancien de Intra Health et puis initiateur de Baobab Institute, donc qui nous a montré la voie depuis très longtemps. Je le remercie de m'avoir associé à cette activité. Donc là, je parle en tant que Ousmane Ly, mais aussi en tant que représentant du ministre de la Santé du Mali qui m'a autorisé à parler en son nom. Donc, ce que nous pouvons dire par rapport à l'adhésion aux principes, donc pour adhérer à des principes, il faut d'abord les connaître. Donc, les connaître, c'est quoi les principes de la gouvernance des données en santé? C'est 8 principes qui sont organisés autour de 3 axes. Donc, il y a l'axe protection des personnes, donc qui veut dire qu'on doit vraiment protéger la personne humaine, et je pense que le discours de tous ceux qui sont passés avant moi ont fait cas de ça. Application centrée sur la personne humaine, protection des droits de la personne humaine, ça c'est extrêmement important. Donc ça revient à la protection des données du patient ou du malade qui va à l'hôpital. Donc, ça, c'est le premier aspect. Le second aspect, c'est la promotion de la valeur de la santé.
cette promotion, c'est aussi autour de 3 axes à peu près, qui va s'adresser au système d'information, au système de santé, et qui va aussi aller regarder la promotion du partage de données et les questions d'interopérabilité. Et enfin, ceci va adresser aussi les questions d'innovation et d'utilisation des données de santé. Le dernier axe qui est l'équité. La question de l'équité, elle est extrêmement importante parce que nous avons souvent tendance à dire à confondre équité et égalité. Ce n'est pas du tout la même chose. Donc, l'équité prend compte du contexte. Donc, quand on dit égalité, on va dire les gens naissent égaux, libres, en droit et tout. C'est vrai, mais est-ce que quelqu'un qui naît avec un handicap comme la cécité a-t-il les mêmes chances que quelqu'un qui naît sans aucun handicap? Donc, l'équité va aller regarder la différence qu'il y a entre celui qui va naître avec l'handicap. Pourquoi, comment faire en sorte qu'il puisse être amené au même niveau que quelqu'un, lui donner les mêmes chances que quelqu'un qui n'a pas d'handicap. Donc, et l'équité va en ce moment aller regarder les questions de droit et de propriété de la donnée et aussi de promouvoir les avantages équilibrés des données de santé. Donc, ce qui va me conduire à vous parler un peu de la question fondamentale de à qui appartiennent les données. C'est une question fondamentale. Parce que si nous n'identifions pas clairement à qui appartiennent les données, on va toujours continuer à commettre quelques erreurs et quelques impairs. Ce qui me conduira vers la fin à vous parler de votre question qui est de l'adhésion au principe. Oui. Les données appartiennent aux individus. Les données appartiennent aux patients. Le système de santé n'est que dépositaire ou gardien des données. C'est-à-dire, mes données de santé qui se trouvent dans un cabinet de consultation ou bien dans un centre de santé communautaire ou bien dans une clinique médicale ou bien dans un hôpital sont mes données en moi. Et je pense que les dernières évolutions du droit du numérique font que aujourd'hui, nous sommes tous convaincus, on est d'accord, c'est comment on appelle ça, un consensus normalisé que mes données sont une partie de ma personne physique. Parce qu'on ne pourra pas avoir des données si ma personne physique n'existait pas. Donc, toute donnée qui découle de ma personne physique, on va y appliquer les mêmes droits qu'on applique à ma personne physique. Donc, mes données ne peuvent pas appartenir à une entité tierce. C'est ma propriété. Et donc, c'est moi qui, en tant que propriétaire de mes données, va décider de qu'est-ce qu'on va faire de mes données. Donc, ce qui nous amène dans le cadre du droit du patient, c'est lui qui est propriétaire de son dossier médical et c'est lui qui va autoriser qui va avoir accès. D'autant plus que dans le cadre de sa prise en charge, il y a un contrat moral entre le patient et les agents de santé dans un cadre bien normalisé qui est de le prendre en charge au bénéfice de sa santé. Donc, quand on regarde cela, aujourd'hui, les questions se posent avec le numérique, avec une diffusion exponentielle des données de santé n'importe où, n'importe quand, à n'importe quel moment. Donc, il va falloir qu'il y ait ce qu'on appelle des règles. Et la gouvernance, les principes de gouvernance en santé viennent pour mettre en place ces règles-là. Ce n'est pas que ces règles n'existaient pas, elles existaient, mais la dimension numérique permettant à ce que les données puissent aller très vite et puissent être traitées par d'autres types de médias, c'est ce qui fait qu'il y a la différence. Sinon, le secret professionnel, le secret médical n'a jamais changé. Il est toujours là. Un médecin, un pharmacien ou un biologiste, un infirmier n'a pas le droit de divulguer les données de santé de quelqu'un d'autre si ce n'est pas pour prendre soin de la personne. Donc, s'il le fait, il y a des punitions, il y a des règles, des sanctions qui sont prévues par rapport à ça, relatives par rapport, par exemple, au code de déontologie. Mais quand nous regardons,
est-ce que les gens appliquent le code de déontologie médicale ou bien le code de déontologie santé ou bien le secret professionnel dans nos pratiques de tous les jours? Je ne parlerai même pas du numérique. Je vais prendre le dossier papier. Il est très facile pour quelqu'un de prendre une blouse, d'entrer dans une structure de santé, de se présenter comme un professionnel de santé et avoir accès au dossier du patient. Donc, on ne faisait pas attention à cela, mais ça existait. Ça a toujours existé. Et l'intrusion du numérique fait qu'on y fait plus attention. Et c'est ce qui va faire en sorte que les choses vont aller, à mon avis, un peu mieux. Donc, pour nous tous, il est important qu'on soit en tant qu'individu, mais aussi qu'en tant qu'organisation, nous puissions endosser les principes de gouvernance des données en santé, dont j'ai déjà cité les 3 axes. Donc, comment l'endosser? L'endosser veut dire d'adresser une lettre à la coalition Transform Health pour dire que je suis d'accord avec ces principes et dans mes pratiques de tous les jours, je vais appliquer ces principes. Donc, aujourd'hui, c'est vrai que ce sont les organisations qui le font, mais il est très important qu'il n'y a pas d'organisation sans les individus, sans les personnes qui constituent ces organisations. Donc, il est important que nous puissions parler de ces principes-là et de les faire endosser chacun dans le cadre de son travail. Toute personne qui utilise les données de santé doit pouvoir les endosser. Et donc, j'avais déjà dit les 8 principes par devant. Alors, avant de conclure, je voudrais dire quelque chose de très important. Parce qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas être bien pris en charge sans qu'on ait accès à nos données. Donc, vous voyez qu'on parle beaucoup d'anonymisation. Mais si j'ai été consulté dans un centre de santé périphérique et que j'arrive au niveau de l'hôpital, au niveau tertiaire, mes données qui sont au niveau du centre de santé périphérique doivent être accessibles au niveau de l'hôpital tertiaire parce qu'ils ont besoin de ça pour connaître mes antécédents, pour faire une meilleure prise en charge de ma personne. Donc, cela veut dire qu'on doit mettre en place des règles et des canaux sécurisés de partage de nos données. Ça, c'est important. Et de l'autre côté, je vois beaucoup qu'on parle du tout cloud, surtout dans nos régions. Aujourd'hui, je dis il faut faire attention au tout cloud. Parce que le tout cloud a amené ce qu'on appelle un certain nombre de problèmes dans nos pays. Je vais juste citer l'exemple du DHIS2. La majorité des pays où le DHIS2 est déployé ont leur base de données située à l'extérieur de leur pays. Ça pose le problème de la question de souveraineté numérique. Et très souvent, il y a des projets qui disent non, si nous vous mettons les serveurs dans vos pays, vous n'aurez pas à avoir la compétence pour les maintenir, vous n'avez pas assez de connectivité Internet pour les maintenir. Voilà, donc il faut qu'on le mette à l'extérieur pour qu'il y ait l'accessibilité. Alors la question principale qui se pose est, nous le faisons pour nos citoyens ou bien nous le faisons pour ces projets? Parce que si nous le faisons pour nos citoyens, leurs données doivent être à l'endroit où ils sont. Parce que si leurs données sont à l'endroit où ils sont, c'est en ce moment qu'ils ont le plus de contrôle sur leurs données. Ne me dites pas qu'un citoyen malien, qu'on appelle ça d'un village très reculé, ou bien un citoyen sénégalais des zones de Ziguinchor, ou bien béninois, ou bien ivoirien, va avoir assez de pouvoir quand on va manipuler ces données de manière inadéquate pour aller s'adresser à un serveur basé aux États-Unis, ou bien en France, ou bien en Suisse. Donc, majoritairement, en ce moment, moi, je ne suis pas d'accord que quand on prend ces politiques, ce n'est pas pour nos citoyens, c'est pour les intérêts que ces personnes ont à pouvoir déplacer ces données. Et comme on dit, les données de santé sont une seconde mine d'or. C'est de l'or aujourd'hui et ça sert à faire beaucoup de choses et beaucoup de manipulations. Donc, du coup, nous proposons, c'est ce que nous essayons de faire, de mettre en place des systèmes distribués avec des serveurs, avec des technologies locales, basse énergie, faible bande passante, pour qu'on puisse localiser les serveurs dans les centres de santé et qu'on puisse avoir ce qu'on appelle un réseau de communication interconnecté avec l'interopérabilité à la clé et les questions de sécurité aussi à la clé. Et donc, pour aboutir à ce que nous appelons l'extraction automatisée des indicateurs de santé
qui vont être logées en tant que données anonymisées dans des bases de données comme du type DHIS2 et autres pour faire ce qu'on appelle le pilotage de nos systèmes de santé sur des données réelles. Voilà un peu ce que nous avons comme vision où nous proposons à ce que nous avançons vers cela. Pour ne pas monopoliser le temps, j'espère que les questions vont venir du public ou bien de vous-même pour pouvoir répondre et rebondir sur ces questions. Merci. Merci beaucoup, Dr Ousmane Ly, pour la pertinence de ces propos et notamment le passage concernant la sécurisation des données dans un contexte où les centres de données, les data centers, comme on dit, montent de plus en plus dans un contexte où on parle beaucoup de leur localisation ou relocalisation, autrement dit de la localisation ou relocalisation des données des patients dans les pays concernés directement. On me signale qu'on a le lien pour l'adhésion au principe qu'on peut partager, n'est-ce pas, Madame Ndiaye, à l'instant, pour que le public puisse voir ça très rapidement. En attendant, on va évoluer en donnant la parole maintenant à Monsieur Gaspard Datondi, secrétaire général adjoint du ministère du numérique et de la digitalisation au Bénin. Après vous avoir remercié encore une fois, M. Gaspard Datondi, pour avoir accepté de participer à ce panel. Une première question, façon de vous introduire. Pourquoi la remontée d'informations au niveau des structures de santé? Est-ce que c'est une priorité au ministère chez vous donc? Merci beaucoup, Ousmane, et je profite pour saluer tous les panélistes. Ça fait plaisir de pouvoir participer à ces échanges que je trouve très intéressants depuis le début. Et pour en revenir à votre question, la remontée d'informations est plus qu'une obligation. Si tant est que l'objectif visé, est d'améliorer la qualité de soins aux patients, s'il n'est pas possible de savoir qu'il y a tel jour, ce patient a été consulté par un médecin dans tel centre de santé périphérique ou ailleurs et qu'il vient se faire soigner dans un CHU d'envergure nationale, si on ne peut pas faire ce lien, on sera obligé de reprendre à zéro le soin aux patients. Et ça peut justement occasionner des erreurs qui, dans le domaine de la santé, nous le savons, sont parfois irréversibles et fatales. Donc, la remontée d'informations est forcément quelque chose de très important dans le domaine de la santé et plus particulièrement dans le domaine de la e-santé. Merci, merci beaucoup. Après cette question, une autre pour vous. La meilleure manière de réunir les parties prenantes, par exemple, selon vous, pour l'amplification et l'application des principes? Vous savez, on réunit les gens autour de leurs intérêts. Et donc, je pense que la première des choses à faire, c'est d'évangéliser les gens, les parties prenantes, sur ce. Alors, Gaspard, apparemment, quelques soucis techniques avec Gaspard, mais ça devrait être résolu très certainement tout à l'heure. Voilà. Allez-y, Gaspard, allez-y, on vous entend. Oui, on vous entend. Poursuivez, s'il vous plaît. OK. Donc, je disais, c'est de faire en sorte que les objectifs autour de ce réseau soient véritablement partagés, de sensibiliser les parties prenantes sur les objectifs visés, sur ce qu'on veut atteindre, et surtout de mettre le patient au cœur de tout ce que l'on dit, de tout ce que l'on fait. Je pense que c'est de cette seule manière que l'on parviendra à atteindre, disons, une adhésion massive à ce réseau dont les orientations, dont les buts visés sont, à mon avis, assez nobles. Merci, merci beaucoup, Gaspard, et merci surtout pour la concision. Je pense que c'est très important. On vous remercie d'autant plus que vous avez dû faire preuve de beaucoup de sacrifices pour prendre part à ce panel malgré ce voyage qu'on signale. J'aimerais bien après donner la parole au public, mais comme il y a des panélistes qui n'ont pas beaucoup parlé, je pense à Dr Ibrahima Khalilouladia. Est-ce que, côté panéliste, quelqu'un voudrait reprendre la parole avant qu'on ouvre le débat au public? S'il y en a, on serait bien aimable de vous redonner la parole.
Et après, on passe voilà, à la suite très, très rapidement, sans oublier, bien entendu, l'événement du jour, qui est le lancement officiel de ce réseau. Est-ce que d'abord, quelqu'un voudrait reprendre la parole rapidement avant qu'on passe à cette étape décisive? Voilà, Ousmane Ly lève la main, Omar Mar aussi. Alors, on va faire dans la teranga, n'est-ce pas, Omar, en donnant d'abord la parole à Ousmane Ly. Après, on vous revient, Omar. Donc, mon homonyme qui va rouvrir son micro pour une deuxième prise de parole. Ouais, merci, très bien. Je voudrais revenir sur quelque chose d'extrêmement important. Surtout que la question m'a été posée dans le chat tout de suite. Est-ce que nos pays ont la capacité de se passer des clouds internationaux? J'ai dit oui. Oui, parce que si nous ne le faisons pas, nous allons disparaître. Nous allons disparaître de l'écosystème numérique. Vous savez pourquoi l'accès à Internet est moins cher dans les pays développés que dans nos pays? C'est parce qu'ils ont développé leur infrastructure et ils ont développé les compétences et la ressource humaine nécessaires. Je vous assure que c'est souvent triste, mais un ingénieur réseau qui sait bien gérer des serveurs qui est de haut niveau, on en a beaucoup dans nos pays, mais eux tous partent vers les multinationales et vont à l'extérieur, la majorité d'entre eux. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas la vision de mettre en place dans nos pays l'infrastructure critique nécessaire. Il n'y a que les opérateurs télécoms qui les mettent en place, mais eux, ils le mettent en place pour leurs besoins de service. Ils ne le mettent pas en place dans un objectif de développement numérique de nos pays. Parce que très souvent, nos ambitions et nos orientations politiques peuvent ne pas être la même chose que pour les opérateurs de télécommunications. Parce qu'eux sont là pour faire du business, faire de l'argent. Or, comme on dit, la santé est un bien commun. Ça doit même être un bien public qu'on ne doit pas marchandiser à tout prix. Donc, nous devons d'investir dans nos pays, sur place. Moi, très souvent, c'est ce que j'ai dit. Est-ce que nous avons vu un pays comme les États-Unis aller mettre les données, les serveurs critiques en Chine? Est-ce que vous voyez la France mettre ses données critiques en Russie? Est-ce que vous voyez les Russes mettre leurs données critiques en Inde? Et je terminerai par dire que dans les années 60, est-ce que l'Inde avait un programme spatial? Aujourd'hui, ne sont-ils pas en train d'envoyer des satellites et des robots sur la Lune? Pourquoi nous, on ne le ferait pas? Pourquoi on ne rêve pas comme ça, nous aussi? La technologie, c'est l'avenir. La science, c'est l'avenir. Ceux qui font droit, c'est très bien, parce que sans le droit, on ne peut pas vivre ensemble. Mais si on veut dominer le monde, nous devons d'être scientifiques, techniques et technologiques. C'est comme ça qu'on nous a dominés et c'est comme ça qu'on pourra dominer le reste du monde. Merci. Merci beaucoup, Ousmane Ly. Alors, je donne très rapidement, en 1 minute ou un peu plus, la parole à Omar Mar avant qu'on passe au lancement du réseau par M. Gaspard Datoundji, du côté du Bénin. Merci beaucoup, Ousmane. Je pense que Ousmane Ly, quand il a répété 2 fois que nous pouvons le faire, je m'attendais à une 3e fois. Alors, je pense que c'est très fondamental. Il faut qu'on parvienne à le faire. Ça devient une obligation. On ne peut pas se permettre en 2022, je pense, de laisser nos données sanitaires être hébergées dans des serveurs qui ne sont pas au niveau local, au niveau de nos différents pays. Je pense que ça doit être une décision politique forte. Ces derniers mois, j'ai eu à parcourir pas mal de documents stratégiques et pas mal de cartographie applicative dans le domaine de la santé dans certains pays. Et ce qui m'a marqué particulièrement, je ne voulais pas le souligner, c'est l'application des SSI2. Je pense que dans beaucoup de pays, c'est une plateforme qu'on utilise pour la santé qui fait des remontées qui sont très intéressantes. Je pense que tout le monde en a besoin. Mais je pense que également nos pays devraient essayer d'avoir, en tout cas dans un premier temps, des copies de cette base de données qui, pour moi, peut aider véritablement nos politiques à prendre les meilleures décisions. Parce qu'en termes de collecte d'informations, ça passe du niveau primaire jusqu'au niveau central et stratégique.
pour cartographier les données. Je pense que c'est une excellente chose d'avoir cette plateforme-là, mais il faut qu'on parvienne aujourd'hui à avoir un peu d'autonomie et de souveraineté, en tout cas pour la gestion de ces données. Je pense que ça, c'est un élément qui est important. Deuxième élément qui est important, Ousmane l'a dit, c'est qu'on a beaucoup de plateformes, mais qui sont hétérogènes. On ne peut pas parler d'interopérabilité dans un contexte où chaque entité de la santé essaie de gérer ses problématiques sur une plateforme qui lui est propre. Je pense qu'aujourd'hui, le mérite ou l'opportunité que le cloud apporte, c'est le fait de fédérer ces données. Il faut aussi au niveau de chaque pays, qu'il y ait une vision pour arriver à fédérer ces données-là. Je pense que ça, c'est un élément qui est important. Mais cela commence par le fait de bâtir des référentiels. Ces derniers temps, je pense que si nous prenons l'exemple du Sénégal ou du Bénin ou certains pays, il y a beaucoup de pays qui sont en train de bâtir des référentiels. Les référentiels, c'est quoi? C'est le fait d'harmoniser et de normaliser un certain nombre de données sectorielles. Je pense qu'aujourd'hui, on en a besoin. Ça doit être une préoccupation majeure. La question du dossier patient, dossier médical informatisé, Ousmane l'a souligné, mais je pense que ça fait partie des préoccupations. Nos politiques doivent prendre en charge cette question-là. Et la mise en œuvre peut être très facile. Ça peut ne pas être compliqué. Il suffit juste de voir quelle est la meilleure approche qui s'adapte à nos réalités pour y arriver. On n'est pas obligé de refaire ce qui est en train d'être fait ou ce qui a été fait dans certains pays développés, mais on peut regarder nos contraintes, on peut arriver à bâtir un certain nombre de systèmes qui va progresser au fil du temps pour régler les problématiques. Je pense que ça, c'est un élément. Et je termine par un point qui est fondamental. On ne peut pas maîtriser notre vision stratégique IT si nous ne parvenons pas à définir une architecture. Cette architecture-là, pour moi, au-delà des îlots de plateformes, il faut bâtir le SI IT d'un pays côté santé de façon homogène et essayer de gérer un certain nombre d'éléments. Je pense qu'il y a vraiment des réformes à faire sur ce volet. Aujourd'hui, le constat, c'est que les ministères en charge de la santé dans ces pays, souvent, ils ont des cellules informatiques qui ne sont pas très fortes ou bien des cellules en charge de la santé digitale. Je pense qu'il faut arriver à mettre des structures, soit des agences ou des directions, mais de grosses directions, qui pourront prendre en compte ces questions-là et essayer de les gérer de façon autonome avec les moyens qu'il faut. Donc voilà les points que je voulais rajouter, mais je pense que c'est des éléments qui sont importants sur lesquels on aura peut-être de l'interaction avec les participants. Merci. Merci beaucoup, Omar. Alors, on aura M. Dantoundji, en tout cas Gaspard, du côté du Bénin tout à l'heure, pour voir avec lui, parce qu'on va procéder au lancement de cet important réseau, auquel d'ailleurs on a consacré cette session de 2 heures cet après-midi du 23 mai 2022. On aura certainement Gaspard d'1 minute à l'autre. D'ici là, si d'autres panélistes ont envie de se faire entendre pour, je ne dirais pas pour une deuxième, mais pour une seconde fois, parce qu'après on va fermer pour donner la parole, redonner la parole à Gaspard du côté du Bénin pour le lancement du réseau. Il reviendra certainement sur l'importance, encore une fois, de ce réseau, et après on aura aussi la parole à donner au public. Il y a Madame Karina Ndiaye qui demande la parole. Karina, vous pouvez y aller. Merci beaucoup et rebonjour à tout le monde et à ceux qui viennent d'arriver. Bienvenue. Je voulais juste encourager tout le monde à se connecter aujourd'hui ou à faire du network, du réseautage. Le domaine de la santé digitale est un domaine qui est innovant sur beaucoup d'aspects et qui est très pertinent en ce moment à la gestion de notre système sanitaire, que ce soit au Bénin, au Sénégal, au Burkina, etc. Donc, je vous encourage vivement à noter qui est dans la salle. On va partager les mails et surtout le lien pour l'adhésion au principe que j'ai si bien expliqué. Personne ne me l'a dit, mais moi, je vous l'ai dit. Donc, merci beaucoup. Oui, n'est-ce pas? Merci donc, beaucoup, je vous encourage vivement. On parle de réseautage, on parle d'un nouveau réseau. C'est important de pouvoir reconnaître qui est intéressé en amont par cette thématique et qui la comprend. Ce que Dr Lee nous a partagé avec nous et peut paraître évident, mais n'est pas souvent aussi bien articulé. Donc, oui, c'était juste pour remercier tout le monde, surtout nos intervenants et nos experts, et pour encourager tout le monde à partager les mails et à faire de cette session, qui est la première sur 2, un réseau ou une partie de notre réseau. À vous.
Merci. Merci beaucoup, Karina. Alors, on ouvre la parole au public en attendant que Gaspard nous rejoigne. Ou on fait quoi? C'est quoi la démarche? Vu que Monsieur Gaspard est en déplacement, mais a été aussi aimable, je pense que, est-ce que Dr Lee nous ferait l'honneur de lancer le réseau? Je suis en ligne. Est-ce que vous m'entendez, Gaspard? Ah, très bien. Avec Gaspard plaisir, est au nom là. du ministre de la Santé du Mali. Sinon, on laisserait Gaspard le faire s'il le veut bien. D'accord. Ah, vous pouvez faire co-lancement. Et nous, on ne dit pas non. Deux ministères qui font ça. Nous, on n'a pas de problème. Mais on a dérangé M. Gaspard. Oui, allez-y, M. Gaspard, à vous. Merci, docteur. Je pense que ça va être génial de faire un co-lancement. Et ça me rappelle d'ailleurs la précédente réunion à laquelle ont pris part le ministre de la Santé du Bénin et le ministre et la ministre du Numérique et de la Digitalisation. Et donc, c'est un événement qui se répète. Donc, Ousmane Ly, et je pense qu'on va faire le lancement ensemble. Mais avant ça, juste un mot par rapport à l'expérience du Bénin, qui s'est doté d'une stratégie pour la cybersanté qui est très claire en termes de programme sur le plan à la fois infrastructure, applications et services. Et je dois dire que cette stratégie comprend 9 composantes éclatées en 26 projets. Et déjà, il y a plusieurs projets qui sont en cours d'être mis en œuvre. En termes de, par exemple, SIH, nous avons un projet pilote qui est en cours, qui sera déployé, qui est en cours de déploiement dans certains centres de santé. Nous avons également une étude de faisabilité sur la télémédecine. Et enfin, je cite une étude de faisabilité pour la communication unifiée et le réseau SIH. Donc, voilà autant d'initiatives qui confortent un peu, disons, la vision du Bénin en termes de stratégie pour la santé digitale. Et cela dit, je pense qu'ensemble avec Ousmane Ly, on va faire le lancement de ce réseau, évidemment, au nom, pour moi, de Madame la ministre du Numérique et de la Digitalisation du Bénin, et sans doute pour lui, au nom du ministre de la Santé quel pays? Du Mali. Du Mali. Du Mali, oui. D'accord. Juste un mot introductif avant de laisser la parole au panéliste, à mon frère Ousmane Ly. C'est de dire que le réseau devrait en principe permettre de relever au moins 2 niveaux. Faciliter l'accès au financement de la santé digitale pour les pays membres et promouvoir un cadre de partage et d'orientation stratégique sur les préoccupations majeures de la santé digitale. Et dans les interactions, dans les différentes activités du réseau, on devrait faire en sorte de pouvoir vraiment avoir l'adhésion des institutions, de l'administration publique, disons en un mot, du politique aux idéaux de ce réseau. Donc, Ousmane, je te laisse la parole pour embrayer. Merci bien, Gaspard. Donc, nous vous remercions tous d'être présents à ce webinaire. Alors, c'est un plaisir pour nous de parler au nom du ministre de la Santé du Mali, empêché parce que elle avait d'autres engagements au niveau de son agenda gouvernemental. Mais ce que je voudrais préciser, c'est qu'elle-même, elle est une spécialiste d'éthique parce qu'elle est informaticienne, d'où son intérêt, où elle voulait être là avec nous cet après-midi. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que je proposerais que nous ne réinventons pas la roue. Je sais qu'il y a le cadre du réseau e-santé Sénégal et je vois beaucoup de membres de ce réseau qui est là. Donc, pour moi, ce réseau ouest-africain devrait se baser sur les membres de ce réseau. Donc, c'est ce qui permet de grandir très vite. Et donc, c'est un plaisir pour nous de voir tous ces acteurs qui sont là, dont Niels, Kaiser et autres là, et Bertrand Guillemot. Donc, vraiment, qui ont fait beaucoup de travail dans le cadre du développement du numérique. Donc, sur ce, je pense qu'on doit être un peu plus protocolaire. Nous voudrons lancer officiellement le réseau pour la gouvernance des données en santé et surtout pour le rayonnement d'un réseau de santé numérique au service des populations ouest-africaines francophones. Je vous remercie.
Merci beaucoup Ousmane Ly, voilà, pour le lancement officiel de ce réseau qui vient de voir le jour pendant qu'on est là. Et j'espère qu'on va bien sécuriser les données médicales issues de ce réseau pour taquiner un peu. Et effectivement, revenir sur l'importance de ce réseau. Et comme Ousmane Ly et comme les autres panélistes ont insisté là-dessus tout à l'heure, ce serait bien voilà, que ce réseau travaille un peu à impacter le réel sanitaire, le réel médical en Afrique avec un focus sur, voilà, sur la sécurisation des données médicales. Et on ne peut pas parler de sécurisation des données médicales sans parler, bien entendu, de la localisation de ces données. Et on a bien suivi votre recommandation. Ça doit rester en Afrique, dans nos pays, au nom de la sécurité des personnes même à qui appartiennent ces données. Parce que, comme vous l'avez rappelé, vous avez raison, ces données appartiennent tout simplement aux patients, appartiennent voilà, à ces Africains. C'est tout à fait cela. Alors, à moins que Karina Ndiaye ne propose un autre point, on peut ouvrir la parole au public. Oui, tout à fait. En fait, j'ai essayé de faire, d'utiliser une pierre et avoir trois objectifs. Je voulais voir si Dr Dia voulait aussi lancer pour le Sénégal, mais on parle d'initiative régionale, donc qui dit Bénin du Sénégal, qui dit Mali du Sénégal. Donc, non, mais je pense que ce qu'on peut faire aussi, vu le calibre des partenaires qui sont là aujourd'hui, que les gens puissent se présenter en commençant par IT for Life, avec qui nous avons échangé et qui voulait vraiment partager quelles sont, comme on dit, pour ne pas réinventer la roue, quelles sont les initiatives sur lesquelles ils travaillent. Et ensuite, on pourra passer au cadre e-santé. Je pense que c'est important qu'on sache qui est dans la salle. À vous, monsieur. Merci beaucoup, Karina Ndiaye. Donc là, nous allons ouvrir la parole à quelqu'un dont j'ai fait la connaissance il y a seulement quelques mois au Sénégal, Bertrand Guillaumeau, qui a montré un intérêt et une passion, un intérêt particulier pour l'intelligence artificielle. Et l'intelligence artificielle, bien entendu, est loin d'être étrangère à la problématique des données médicales. Mais pour ne pas parler à sa place, Bertrand, je vous donne la parole. Bonjour Ousmane, vous m'entendez? Bonjour et bienvenue. On vous entend très bien Bertrand, bienvenue dans ce panel. Merci, je suis ravi d'être là. Alors moi je représente IT for Life, qui est une entreprise sociale de services numériques qui est basée à Dakar, qui existe depuis 5 ans. Elle a la particularité d'être née des besoins d'une ONG humanitaire dans le médical qui s'appelle Alima, et puis d'avoir réalisé qu'en fait les besoins d'accompagnement dans cette transformation digitale des acteurs dans la santé, mais dans d'autres champs aussi du développement, c'est une pierre vraiment importante pour pouvoir construire ensuite, comme vous l'avez tous si bien dit, par de multiples facettes. IT for Life donc a la particularité d'être un acteur vraiment dans l'écosystème et de assez bien connaître la région pour avoir travaillé dans plusieurs pays de la région, et puis d'avoir beaucoup d'amis et de partenaires, dont beaucoup sont présents ici, qui travaillent également dans la e-santé. Il y a quelques années, on s'est réunis autour des thématiques justement qui nous rapprochaient beaucoup autour de la collecte mobile des données, l'interopérabilité des systèmes de santé. Comment est-ce qu'on fait pour prendre une solution et puis essayer de la designer pour qu'elle passe tout de suite à échelle? Comment est-ce qu'on applique les bonnes règles, les bonnes pratiques du design thinking pour vraiment construire des solutions qui partent d'un besoin d'usager et puis de toujours être inclusif, participatif dans l'approche. Et puis, évidemment, beaucoup de questionnements très techniques parce que finalement, c'est des écosystèmes technologiques multiples avec beaucoup d'éditeurs de logiciels, beaucoup d'options en fait qui se présentent à quelque échelon que l'on soit, qu'on soit auprès des communautés, si on fait comme à Lima par exemple de la recherche opérationnelle où on mène des opérations sur la malnutrition, ou bien qu'on soit un administrateur de programme, ou bien qu'on soit au sein d'un ministère, ou bien qu'on soit un bailleur, ou qu'on soit un décideur à une échelle nationale ou régionale, en fait.
se posant toutes ces questions, donc, on s'est regroupé en formant une communauté qui est informelle depuis plusieurs années, finalement, et puis qui grandit. Voilà. Et cette communauté, elle s'appelle Communauté e-santé Sénégal, parce qu'elle est née ici. Mais en fait, elle regroupe beaucoup d'acteurs qui travaillent régionalement ou qui viennent de plusieurs pays de la région. Voilà. Je voulais présenter vite fait tout le monde. Je vais vous mettre le lien vers le site web dans le chat. Et je remercie M. Ousmane de nous avoir mentionné, parce que c'est vrai qu'on s'est rencontrés souvent de manière informelle ou alors à côté des rencontres de la santé numérique qui avaient rassemblé certains d'entre vous, d'ailleurs, en décembre dernier à Dakar. Donc, les réflexions sont lancées. Il y a tellement d'acteurs. Je trouve que ce webinaire tombe à pic parce qu'au sein de notre communauté, justement, on essaie de trouver notre valeur ajoutée. Voilà. Trouver notre place, notre juste place. Qu'est-ce que nous, on peut faire pour contribuer? Est-ce qu'il s'agit de partager des bonnes pratiques entre nous? Est-ce qu'il s'agit d'apporter une plateforme presque de services techniques? Parce qu'il y a beaucoup d'expertise technique au sein de cette communauté e-santé. Également en conseil pour penser les architectures. Oui. Et puis, comme ça a été rappelé au tout début, qu'est-ce que nous, on peut faire pour contribuer à former les acteurs dans l'écosystème? Il ne faut pas oublier qu'on s'adresse à des mamans, des foyers, des agents de santé de première ligne, et puis plein de gens sur toute la chaîne de valeur des données qui ont besoin de développer leurs compétences numériques. Et il ne s'agit pas juste de développer la compétence pour manipuler le dernier logiciel de télémédecine. Souvent, il s'agit de compétences de savoir travailler en collaboratif dans le numérique, gérer ses mails, faire du travail collaboratif de projet avec les outils en ligne. Donc ça, c'est un vrai effort de développement et de professionnalisation du secteur aussi. Voilà, je ne veux pas parler trop longtemps. Franchement, bravo. Et on est ensemble, comme on dit. Merci. Merci beaucoup, Bertrand. Au plaisir de vous accueillir à Dakar très, très vite, n'est-ce pas? Voilà, pour poursuivre un peu la réflexion sur ces sujets intéressants et qui mériteraient naturellement qu'on pousse encore davantage, hein, parce qu'il y a de la synergie à faire autour de ces questions. Nous allons à présent donner la parole à Nice Kaiser. J'espère avoir bien prononcé, sinon je vais tendre une de mes oreilles à tirer. S'il peut bien prendre la parole. Niels Kaiser. Oui, merci Ousmane pour la parole. Je voulais peut-être juste ajouter qu'on a co-fondé cette communauté Santé Sénégal dont Bertrand de IT4Life a parlé. Donc, je suis fondateur de Kaikai, un cabinet de conseil qui est bébé Covid, parce que fondé début 2020. On travaille étroitement avec IT4Life. On a travaillé sur plusieurs sujets dans le domaine notamment aussi de la e-santé. On n'est pas un implémenteur de solutions, mais plutôt un cabinet de conseil pour s'assurer que la conception de programmes dans le domaine lié au développement social et économique se fasse avec l'implication des cibles, des bénéficiaires et surtout pour pouvoir localiser les initiatives souvent portées par des partenaires, que ce soit en utilisant des entreprises locales, que ce soit en s'assurant que les financements sont gérés par des représentants de bénéficiaires et surtout que les programmes soient vraiment alignés aux besoins du terrain et des cibles des utilisateurs finaux.
Et je voulais juste attirer aussi l'attention sur le fait que, comme l'a dit Bertrand, on a une communauté en place qui est dynamique depuis plusieurs années, fin 2018, début 2019, et qu'on s'assure de bien trouver des synergies avec le réseau qui vient d'être lancé. Je pense qu'il y a de la place pour tous les acteurs parce que le sujet est très vaste. Il y a beaucoup de différents volets. On a fait notamment récemment des formations et des échanges sur des sujets assez pointus comme l'interopérabilité, les standards de partage, d'échange de données, avec beaucoup d'acteurs, dont les startups, pour pouvoir s'assurer que le sujet de la e-santé, qui devient aussi de plus en plus intéressant pour les grandes entreprises internationales, puisse être aussi réalisé d'une manière où les petites et moyennes entreprises de la place et de la sous-région puissent pouvoir avoir un accès à l'écosystème. Et ce qu'on veut vraiment éviter, c'est que des grands groupes internationaux viennent prendre des sujets et installer des systèmes qui balayent un écosystème qui s'est déjà en partie structuré et qui puisse faire grandir des entreprises locales et régionales. Et ça, je pense que c'est aussi un des aspects qui est très important. Et je serais ravi, en vue des missions de Baobab et de Speak Up Africa, de travailler sur ces sujets. Peut-être en dernière phrase, on a un échange aussi le 6 juillet sur l'hébergement des données locales qui est prévu. Et donc, on sera ravis d'accueillir aussi tous les intéressés pour participer aux discussions lors de cette prochaine rencontre. Merci beaucoup Niels Kayser pour ces informations partagées avec le public. Je rappelle que voilà, cette dernière partie est vraiment dédiée au public. S'il y a des acteurs qui veulent lever la main, disons prendre la parole, ils peuvent lever la main, comme je viens de le dire déjà. Voilà, pour partager. Et comme l'a également dit Madame Ndiaye, l'idée c'est vraiment on crée un réseau, on parle de réseau, donc l'idée c'est de se partager le maximum d'adresses pour la suite après. L'idée c'est d'échanger, voir comment renforcer ce réseau déjà qui vient de voir le jour. Alors, il y a quelques acteurs qui ont levé la main. Je vois Amadou et Amsatou. Je donne la parole d'abord à Amadou. Mais si on peut faire très, très, très vite pour les questions ou les contributions, ce serait excellent. Façon de donner la parole à un maximum de demandeurs. Amadou? Bonjour tout le monde, merci. Chers collègues, et c'est un honneur d'être là, de partager et surtout d'échanger sur des questions d'intérêt. Amadou Moro, fondateur du Global Research and Advocacy Group. Je vais sur 2 points très rapidement. Oui. Le premier point, c'est une observation qui part des défis qui ont été soulevés et par Omar et par Ousmane, et surtout qui met le focus sur le caractère hétérogène des plateformes qui existent. Si je fais un petit retour en arrière pour ma génération qui fera 30 ans dans la recherche l'année prochaine, je me rappelle à la fin des années 90 déjà, quand la problématique de l'intégration des services s'était posée dans le cadre du VIH, santé de la mère, transmission mère-enfant, family planning et tout, je pense que tout a été boosté dans le sens d'aller vers une bonne interconnexion des services. La technologie n'était pas à son niveau actuel. Et aujourd'hui, comme Omar l'a soulevé, si chaque structure ou chaque entité met, disons, ou autonomise sa plateforme, ce n'est que les résultats d'un certain échec de cette interaction, interconnexion
et intégration des services. Si nous partons de cet enseignement, quel est le modèle que nous pouvons définir maintenant que le digital est le centerpiece de tout ce que nous faisons pour éviter que les mêmes erreurs ou les mêmes échecs se produisent, c'est-à-dire que finalement, qu'ils continuent à travailler de façon autonome avec des plateformes différentes et que le seul changement, c'est que tout sera supporté par l'outil digital, le digital de manière générale. C'est un énorme défi. Le second point de mon intervention est plus lié à une question banale. Oui. Je vois l'expertise qui est rassemblée autour de cette plateforme. La multisectorialité est là. C'est tous des acteurs qui apportent de l'engagement pour booster, aller de l'avant. Je vois des collègues qui étaient à l'une des sessions que nous organisions, toujours avec les mêmes acteurs de Speak Up Africa, etc. Et qu'est-ce que vous pouvez déterminer comme un modèle et un modèle d'accompagnement de ce réseau? Il y a beaucoup de réseaux qui naissent. Après, c'est une réunion, deux réunions, les gens se découragent parce qu'ensuite, comment dirais-je, ça prend beaucoup de temps. Et après, le modèle de contribution n'est pas bien défini. Et les conflits d'agenda se posent et chacun finalement se concentre sur autre chose. Concrètement, qu'est-ce que vous proposez à l'ensemble des acteurs que nous voyons tous en fonction de nos expertises complémentaires, comment faire de ce modèle, de ce réseau, un modèle, une référence et que notre objectif ou l'objectif soit atteint avec une concertation, une complémentarité, avec un agenda bien défini. Voilà un peu les deux aspects sur lesquels je voulais mettre l'accent et remercier tout le monde. Merci. Merci beaucoup, Amadou Moro. Qui, dans le panel, pourrait y répondre très rapidement? Omar Mar. En réactivant votre micro, s'il vous plaît, Omar. Alors, merci. Merci beaucoup. Je pense que les questions posées par Amadou Moro sont très pertinentes. La première question, pour savoir comment faire pour arriver à gérer avec cohérence ces données, je vais laisser quatre mots qui, pour moi, clés, permettent en tout cas de définir les guidelines par rapport à cette question. Premier mot, c'est référentiel. Je pense qu'il faut qu'on parvienne à bâtir des référentiels partagés, de sorte qu'aujourd'hui, pour identifier un patient, quand vous allez à l'hôpital, je prends l'exemple du Sénégal, quand vous allez à l'hôpital de Dantec, on n'est pas obligé de créer un dossier pour Omar Mar. Ensuite, à l'hôpital Roi-Baudouin de Guédiawaye, un autre dossier. Ça, je pense qu'il faut parvenir à l'enlever. Ça doit être le premier objectif des décideurs. Arriver à unifier l'identité des personnes et de l'ensemble des personnes qui bénéficient des services de soins. Ça, pour moi, c'est les référentiels d'abord des personnes. Pour chaque pays, ça doit être une exigence. Deuxième mot que je lâche, c'est architecture. On ne peut pas arriver à assurer une pérennité des systèmes d'information si le système n'est pas bâti autour d'architecture consensuelle, conçue et partagée. Ça doit être une obligation pour quasiment tous les pays et arriver à maîtriser cette architecture et la faire évoluer. Il faut que, de la même façon que pour un architecte dans le domaine du bâtiment, quand il veut construire un bâtiment R+10, il est obligé de définir l'architecture pour pouvoir garantir l'évolutivité. Il faut que nos systèmes d'information soient bâtis ainsi. Ça, pour moi, c'est le deuxième mot. Troisième mot, c'est assurer à définir des méthodologies et des normes, des principes de partage des données que chaque entité gère. Je pense que ça fait partie des objectifs majeurs de ce réseau qui sera bâti. Il faut qu'on parvienne à gérer les données, parce que c'est les données, entre autres, qui vont créer en tout cas la bonne information, les bonnes décisions et les meilleures prédictions. Ça, pour moi, il est important et il est fondamental. Et je termine par le dernier mot qui, pour moi, Ousmane a fait beaucoup de panels sur ça. Ça demeure une problématique dans beaucoup de pays. Heureusement, mes amis béninois l'ont réglé. Au Sénégal, ça demeure toujours, c'est la question de l'identité. Il faut qu'on parvienne à avoir l'identité de tous les Sénégalais ou de tous les pays, en tout cas de la sous-région. Pour moi, il est important. Vous allez aux États-Unis, à travers votre Security ID, vous parvenez à bénéficier de l'ensemble des services. Et aujourd'hui, on adresse la santé, mais c'est une problématique qui est majeure, qui est adressée dans tous les secteurs. La santé fait partie de ces problématiques. Et tant que dans nos pays, nous n'avons pas réglé ce problème d'identité, ce problème d'identifiant unique qui permet de faire voyager les dossiers patients, le problème va demeurer.
Donc, pour cette première question, c'est les 4 points que je voulais souligner. Pour la dernière question, comment on va faire pour faire fonctionner le réseau? Je pense que Karina l'a dit et certainement il va y revenir. Il faut que le réseau puisse parvenir à créer le pont entre l'existant pour créer des ponts de communication, fédérer tous les acteurs et créer des synergies d'ensemble. Et je pense que c'est ça l'orientation qui est donnée. Et pour nous, le cadre de gouvernance doit être participatif et inclusif. Et c'est la raison pour laquelle, pour nous, on ne s'est pas enfermé pour créer un réseau. On a dit qu'il faut créer les réseaux avec les acteurs. Et on va donner l'exemple d'un réseau déjà qui existe dans le même contexte qui est en Afrique de l'Est. L'avantage de ce réseau, c'est que ça a été créé par des techniciens, par des gens opérationnels. Nous, on s'est dit, il faut qu'au-delà des techniques, il faut qu'on implique les décideurs. Il faut qu'on implique les pays, il faut qu'on implique le secteur privé et le secteur public. Et pour moi, c'est ça qui va donner déjà les méthodologies et les moyens qui, une fois les réseaux concluent un certain nombre de principes, de les donner corps au niveau des gouvernements, au niveau des États. Donc, voilà les points que je voulais souligner. Merci beaucoup. Merci, merci Omar Mar. Alors, il nous reste quelques minutes avant la fin de ce webinaire, donc on va y aller très vite pour au moins une ou deux dernières prises de parole. Il y a Amsatou Mbeng qui patientait là à l'instant. Amsatou, très rapidement. Bonjour, vous m'entendez? On vous entend très bien, Amsatou. Bienvenue à vous. Merci à vous tous. Merci Ousmane. Je pense que mon ancien de l'imam Laïmar a répondu à la plupart de mes inquiétudes. Et je pense que c'est une très bonne chose en termes de référence et d'architecture. Parce que nous aussi, on a eu à développer des plateformes relatives à l'aspect santé, mais par la suite, on avait ce problème d'architecture. Comment faire pour harmoniser cela, que ça puisse être utilisé partout et qu'on puisse identifier tout un chacun dans ce système. Mais cette initiative que vous venez de prendre va nous permettre de pouvoir travailler avec tous les acteurs et de définir cette architecture avec des références bien définies et qui vont servir de support à l'extension vers d'autres domaines. Encore merci. C'est un plaisir. Oui. Merci encore. Mar, je sais que quand vous me verrez, vous allez me reconnaître. On était ensemble à l'Imam Laye. Vous êtes mon ancien. C'est un avec plaisir. Abdoulaye Ndao. Allez, merci. Oui, merci beaucoup. Merci. C'est toujours le réseau, hein? C'est toujours le réseau. Donc, merci beaucoup. Il y a Prémiste Brun, côté Bénin, qui lève la main. Bienvenue. Ce sera le dernier intervenant sûrement. Bonsoir et bienvenue à vous. Oui, bonsoir. J'aimerais répondre à 3 questions posées par Omar. D'accord, Ousmane. C'est noté. Prémiste, allez-y, s'il vous plaît. Oui, bonsoir, je suis Prémisse Brun, je suis médecin, fondateur d'un think tank orienté santé, dénommé Sexe Santé, mais accessoirement également, je suis entrepreneur dans le numérique. Donc, j'ai une société qui a développé depuis 1 an et demi un ERP, un logiciel métier pour gérer les dossiers patients. Et donc, j'ai pu avoir quelques expériences sur le terrain par rapport à la santé. Et moi, je voudrais souligner que le problème qu'on a souvent, ou bien les problèmes qu'on a souvent par rapport à l'adoption de ces solutions-là, c'est d'abord la connectivité. La plupart de nos centres de santé, de nos hôpitaux en Afrique, au Bénin en particulier, sont situés dans des zones qui ne sont pas couvertes, en connexion Internet. Donc, oui, c'est un peu plus difficile de déployer cette solution-là dans... Alors, quelques soucis de connexion pendant qu'on parle des soucis de connexion, justement. Mais très rapidement, s'il vous plaît, oui. L'autre élément également, l'autre frein également au développement du numérique, dans l'accompagnement au changement, l'acceptabilité par les agents de santé. La plupart quelques soucis et ça va être difficile parce que la qualité de l'audio n'est pas très bonne. Ousmane Ly, peut-être si on peut conclure avec vous très rapidement. Merci.
Oui, allez-y Ousmane, parce qu'avec Prémisse, on a vraiment des soucis. Nous sommes désolés que Prémisse ait quelques difficultés de connexion Internet. Voilà. Il y a des questions qui avaient été posées en ligne par M. Omar Touré, si je ne me trompe pas. Si je reviens sur ces questions, dans le chat, il demande, question numéro 1, les États pris individuellement vont-ils se mettre à élaborer sévèrement leur référentiel? C'est surtout ce qu'il ne faut pas faire. D'où l'intérêt de la mise en place de ce réseau qui est pour plusieurs pays. Et mieux encore, l'OMS travaille sur les référentiels. Donc, il ne faudra pas réinventer la roue. Et les référentiels du groupe de travail de l'OMS, par exemple, c'est la structure qui a permis la mise en place de réseau qui est Transform Health, travaille énormément sur ces questions-là. Donc, il y a des groupes de travail au niveau mondial avec les experts de santé numérique pour travailler sur les référentiels. Donc, mieux vaut aller prendre ces référentiels et les adapter aux réalités locales. Question numéro 2, quel est l'état de lieu en matière de réflexion, vision de réaction en matière d'infrastructure pour la digitalisation pour la santé? Alors, on a fait beaucoup d'états de lieu et les pays sont tous en train de mettre en place ce qu'on appelle des stratégies nationales ou des plans nationaux de santé numérique. Et donc, ces questions en font partie et la question d'infrastructure, elle est primordiale. Le cas de Prémisse vient de nous le montrer tout de suite. Donc, et ça, ce n'est pas seulement que le ministère de la Santé, d'où l'intérêt d'avoir le ministère de l'économie du numérique du Bénin avec nous ici. Et tous les pays doivent faire en sorte que les ministères qui sont en charge du numérique soient impliqués dans les programmes et les projets comme ça. Sa dernière question était quel peut être le rôle de l'OAS et la responsabilité de l'OAS? Oui, l'OAS travaille énormément dans ce cadre-là. En tant qu'organisation sous-régionale en charge des questions de santé. Et l'OAS avait même fait un plan stratégique sous-régional de santé numérique. Et donc, ils sont en train de dérouler la seconde phase de ce plan et toutes ces questions-là sont prises en compte dedans. Donc, pour tout ce qui est les questions d'interopérabilité, d'architecture, je pense qu'il faudra regarder du côté de IHE, IHE est la norme des architectures d'entreprises en santé, donc pour le numérique en santé, il y a IHE. Et il faut aussi que dans les pays et au niveau de la sous-région, nous organisons ce qu'on appelle des connectatons, c'est-à-dire faire en sorte que les applications puissent se communiquer entre eux, faire des exercices de connexion, parce que le développeur ou l'éditeur va vous dire ça marche, mais tant que vous n'avez pas testé, vous n'êtes pas sûr. Donc, c'est ça. Et je terminerai par dire que oui, d'autant plus que la majorité de nos pays sont en train de faire des cartes d'identité biométriques. Alors, nous devons faire en sorte que nos identités biométriques puissent être utilisées par les différents secteurs. Donc, aux États-Unis, comme l'avait dit Omar, c'est la carte de sécurité sociale. Bon, donc, si la sécurité sociale n'a pas encore été en marche chez nous, le premier, mais il y a aujourd'hui l'identité, la carte d'identité qui devient numérique un peu partout, au Sénégal, en Mauritanie, qu'on appelle, je pense qu'au Bénin, ils l'ont déjà fait, et le Mali aussi est en train de le faire, le Nigeria l'a fait. Donc, il faudra utiliser ces identifications pour qu'on puisse avoir accès à nos dossiers de santé. Merci bien, c'est ce que je voulais ajouter comme apport et inviter les gens à les regarder. Digital Health OMS ou santé numérique OMS, il y a les questions qui sont abordées sur ça. Et la norme d'interopérabilité qui est aujourd'hui utilisée, c'est FHIR, F-H-I-R, pour la santé. Donc, si on s'intéresse à ces questions, on va pouvoir tous bien avancer. Merci. Merci beaucoup Ousmane Ly, c'est que le public a bien noté. Merci à l'ensemble des panélistes de cet après-midi, Madame Yacine Djibo, fondatrice et directrice exécutive de Speak Up Africa, Omar Mar, expert en santé digitale du côté de Baobab Institute, Karina Ndiaye, directrice des opérations stratégiques de Speak Up Africa, Dr Ousmane Ly qui parlait à l'instant, consultant expert en santé numérique représentant le ministre de la Santé et du Développement social du Mali, Ibrahima Khalilullah Dia, chef du département de la santé digitale au ministère de la Santé et de l'Action sociale du Sénégal, et Gaspard Datundi,
secrétaire général adjoint du ministère du numérique et de la digitalisation, du Bénin, Gaspard en voyage, mais qui nous fait l'honneur et le plaisir d'avoir accepté de se joindre à nous, même si, bien entendu, on sait que ça n'a pas été facile. Je vois que beaucoup lèvent la main, mais ça tombe bien, on aura un webinaire, Inch'Allah, au mois de juillet prochain. On attend que l'organisation nous donne la bonne date, disons la date exacte, mais au moins la certitude, c'est que ça va se faire au mois de juillet. Donc, au mois de juillet, ça va se faire ce webinaire qui va assurer en quelque sorte le suivi du lancement du réseau cet après-midi du 23 mai 2022. On en profitera bien entendu pour revenir sur les recommandations que je vais rappeler tout à l'heure, qui ont été formulées tout au long du panel qui va bientôt prendre fin aujourd'hui même. On reviendra sur ces recommandations parce que découleront de ces recommandations des actions, tout un ensemble, tout un plan d'action que les acteurs vont essayer, je ne dirais pas d'actionner ou de mettre en action, comme on parle déjà de plan d'action, mais de concrétiser pour le réseau et bien entendu pour les prochaines étapes qui seront des étapes concrètes. Et ce webinaire-là, il va se passer au mois de juillet prochain. Vous serez certainement notifiés maintenant que l'organisation a l'ensemble des adresses électroniques et des téléphones pour assurer le suivi. Je parlais de recommandations et je le dis devant le public et les panélistes, c'est vraiment l'étape que je redoute le plus dans les panels. Pourquoi? Parce qu'on rappelle un peu ce qui a été dit et quand on rappelle, forcément, on en oublie. Façon assez intelligente peut-être de ma part de demander déjà de présenter des excuses au cas où j'aurais oublié des recommandations fortes. J'ai retenu la recommandation de Dr Ousmane Ly, non pas qu'il soit mon homonyme, mais je l'ai retenu parce qu'elle a été très, très importante, notamment la localisation des données en Afrique. Ça, je pense qu'on ne le dira jamais assez. On parle aujourd'hui de santé, mais on peut l'étendre à tous les secteurs. Il faut localiser les données en Afrique parce que tant que nos données nous échappent, c'est notre souveraineté qui nous échappe et on connaît la sensibilité particulière des données personnelles parce que la donnée médicale, je veux dire, c'est la vie tout simplement. La santé, c'est la vie, donc on comprend très bien sa préoccupation et je peux faire le pari qu'elle est partagée par l'ensemble des panélistes et du public de ce panel du 23 mai 2022. À côté de lui et avant lui, donc, il y a eu l'intervention du docteur Ibrahima Khalilullah Dia, patron de la cellule digitale du ministère de la Santé du Sénégal, qui insistait sur le fait d'anonymiser certains services, par exemple un service qui relève un peu de maladies trop dangereuses. Toutes les maladies sont dangereuses, mais il y en a qui sont plus terribles que d'autres. Il demande bien sûr qu'on anonymise simplement parce que ça porte atteinte aux données médicales des personnes concernées ou simplement à leur réputation parce qu'on est quand même en société et c'est important de tenir compte de la dignité des patients. Je pense que ça, c'est une problématique toujours d'actualité. On a également parlé du renforcement de la connectivité, parce que comme on le faisait remarquer au départ de ce panel, on ne peut pas parler de données médicales, on ne peut pas parler de santé digitale sans parler de la connectivité, notamment quand on veut réduire les déserts médicaux, que par exemple des professionnels ne soient pas obligés de faire des milliers de kilomètres pour aller rejoindre des populations dans une contrée lointaine, mais que bien sûr que je n'encourage pas ces refus, mais je veux dire qu'on peut se charger de la santé de ces populations lointaines rien qu'en se basant sur un point assez précis et c'est permis par ce qu'on appelle la télémédecine. Et quand on parle de télécom, bien entendu, le digital, la connectivité, elle est au cœur. Hein. Je regarde au fur et à mesure les recommandations qui ont été faites. Il y a eu également Omar Mar qui a parlé du réseau en disant qu'il doit travailler notamment à faire le link entre les stratégies et les financements au pluriel, parce qu'il y en a
plusieurs types parce que ce qui se passe souvent, c'est qu'il n'y a pas un lien assez évident entre les stratégies et les financements, mais également les stratégies et les solutions. Et ça, comme Ibrahima Khaloula Dia nous suit, je l'ai souvent fait remarquer à l'échelle sénégalaise parce que très souvent, on a énormément de solutions qui sont toujours bienvenues, évidemment, mais derrière, elles ne sont pas bien adaptées aux stratégies au pluriel, donc prises par les États, même si, bien entendu, je fais partie de ceux qui pensent que ce n'est pas parce que telle solution n'a pas été prévue dans une stratégie qu'on ne doit pas lui accorder de la considération et du suivi, parce que, comme on dit, l'innovation digitale va plus vite que le droit. Le droit s'adapte toujours. Donc, faire un alignement entre les solutions et les stratégies, on l'a dit, mettre le patient au cœur du dispositif, notamment sur l'identité. Et Oumar, vous avez raison de dire que c'est une problématique, moi, qui me préoccupe particulièrement, l'identité digitale des populations. Parce que sans identité, il n'y a rien absolument. Parce que quand on parle de données, on parle d'identité. Quand on parle d'état civil, on parle d'identité. Donc l'identité, elle est au cœur des questions que l'on agite régulièrement, notamment celle de cet après-midi. Investir dans les universités et les centres de recherche. Je sais que Mme Diaye se reconnaîtra à l'évocation un peu de cette recommandation, à côté, bien sûr, d'autres qu'elle a faites. Donc, globalement, voilà ce que j'ai retenu. N'hésitez pas, ne vous gênez pas. Hein, si jamais j'ai oublié une recommandation majeure, bon, évidemment, on ne peut pas la passer sous silence. Je pense que ce serait bien de revenir là-dessus. Sinon, il me reste à vous remercier pour avoir été au rendez-vous cet après-midi. Et je vous rappelle, ne l'oubliez pas, s'il vous plaît, qu'on a un nouveau bébé cet après-midi. C'est la création de ce réseau de santé digitale en Afrique de l'Ouest. Nous restons à l'écoute, bien entendu, chers partenaires organisateurs, pour la suite, parce que comme tout autre enfant, nous serions bien sûr intéressés pour savoir un peu qu'est-ce qu'il devient, comment il grandit, s'il a des soucis, si les biberons sont bien remplis. Je pense que tout cela est important, sachant que ce réseau aura un impact certain sur la vie des populations, sur les politiques sanitaires en Afrique et notamment en Afrique de l'Ouest, parce qu'on parle de réseau de santé digitale en Afrique de l'Ouest. Madame Diaye, si je n'ai pas oublié peut-être un point majeur, je pense qu'on peut se dire au revoir et puis nous donner rendez-vous en juillet, Inch'Allah. C'est bien cela? Oui, je voulais aussi vous remercier, Monsieur Gay, pour cette animation et pour cette discussion, parce que vous faites partie des acteurs avec lesquels nous travaillons maintenant. Donc, je voulais vous remercier pour un excellent travail. Remercier encore une fois nos collaborateurs et surtout les experts qui ont bien voulu passer 2 heures un lundi après-midi. Ce n'est pas donné à tout le monde, donc vraiment, on apprécie votre disponibilité. Je voudrais aussi remercier mes collaborateurs, Monsieur Mar, ma collègue Kourani qui est un peu timide, donc qui n'aime pas vraiment mettre sa caméra, mais ce que vous voyez aujourd'hui, la fluidité des échanges est un travail qui a été très long et très court en même temps, ou plutôt qui a été très gros et très lourd en même temps. La personne qui nous manque le plus, c'est M. Pape Gay, fondateur du Baobab Institute, qui a facilité énormément de choses et qui malheureusement pour des raisons logistiques n'a pas pu être là avec nous, mais on le sent avec nous. Et je souhaiterais le remercier au nom de Speak Up Africa et de Transform Health, s'ils me le permettent. Mais je voulais juste dire merci à tout le monde. On n'est pas dans l'innovation aujourd'hui, mais je pense qu'on est dans la réflexion pour l'avenir. Donc merci à tous et à bientôt. On sera là en juillet encore plus informés et plus déterminés. Donc on espère vous voir tous. N'est-ce pas, Dr. Lee? Et ICT for Life et tout le monde? Affirmatif, on sera là. On vous verra tous, n'est-ce pas? Inch'Allah. Mettez vos caméras, on vous voit, on est en distanciel, je ne sais pas comment on dit ça. Allez, mettez vos caméras, qu'on applaudisse pour tout ce que vous avez fait cet après-midi. Good job, good job, good job. Bonjour, Tata Maïmouna. Allez, merci. Bonjour, Karina. Merci à tous. Merci. Au revoir. Merci à tous. Merci à tous. C'était vraiment un plaisir de partager ce panel sur
la création donc, de ce réseau en santé digitale en Afrique de l'Ouest. D'ici au mois de juillet, on espère que Mme Ndiaye, on aura suffisamment de nouvelles, de très bonnes nouvelles, Inch'Allah, parce qu'un bébé est né cet après-midi et on va suivre et surveiller, comme on le fait avec voilà, les bébés, l'évolution, la croissance, leur croissance. Donc vraiment, merci à tout le monde. J'étais très ravi d'animer ce panel. Les premiers panels, c'était sur la santé digitale à l'échelle sénégalaise, même si on avait fait quelques ouvertures un peu vers le reste de l'Afrique. Mais aujourd'hui, on a fait un panel, disons, à l'échelle africaine ou ouest-africaine sur la santé digitale. Et puis, on se donne rendez-vous donc, au mois de juillet, Inch'Allah. J'espère que d'ici là, bon, c'est évident, on aura la date exacte pour nous donner rendez-vous, n'est-ce pas? Oui, oui, on revient vers vous au plus vite, ne vous en faites pas. On ne veut pas non plus vous fatiguer. Donc oui, on revient vers vous au plus vite. Merci à tout le monde. Merci beaucoup. À bientôt. Ciao, ciao.